Mesdames et messieurs, au nom de tout l'équipage du CEA Saclay, je suis heureuse de vous accueillir à bord de la navette Explorer pour un voyage en orbite autour de la Terre. Notre commandant de bord ce soir s'appelle Roland Lehoucq. Vous le connaissez probablement déjà si vous êtes adepte de science et de science-fiction. Son super pouvoir à lui, voir les films non pas en 2D, non pas en 3D, mais avec une dimension supplémentaire, celle du regard du scientifique qui permet de démêler les fils du vrai, du plausible et de l'imaginaire. Dans la vie civile, Roland Lehoucq est astrophysicien, ici, au CEA Saclay, au sein de l'IRFU, qui est l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers. Rien que ça. Parmi ces lois fondamentales, il en est une que nous connaissons empiriquement très bien. C'est celle qui vous tient scotché sur vos fauteuils, la gravitation. La gravitation, je pense que je ne vous l'apprends pas, elle a été décrite très très bien par Isaac Newton au XVIIIe siècle et elle est restée la référence jusqu'en 1915 lorsque Einstein a finalement énoncé les principes de la relativité générale. À l'échelle du système planétaire, elle opère encore très bien. À l'échelle de l'univers, c'est plus relatif. À travers deux films, Gravity et Interstellar, c'est cette épopée de la gravitation qui va vous être contée par Roland ce soir. Alors aujourd'hui, première partie, avec le film Gravity d'Alfonso Cuarón, qui nous donne une excellente occasion de nous plonger dans la mécanique newtonienne. Embarquement immédiat en compagnie de Matt Kowalski et Ryan Stone. Prière d'attacher vos ceintures et d'éteindre vos téléphones portables. Merci pour cette introduction, cette superbe introduction de Marie. Alors effectivement, aujourd'hui, première séance sur la gravité classique, on aurait tendance à dire. Plus tard dans l'année, je ne sais plus quand, en novembre, il y aura une deuxième séance sur la gravité relativiste, la théorie de la relativité générale d'Einstein qui concernera Interstellar. Donc aujourd'hui, Gravity sans pesanteur, enfin j'espère sans pesanteur. Il y a des jeunes gens dans la salle, donc normalement je m'adresse le plus possible à eux. Il y a des tout jeunes. Alors j'espère qu'ils vont peut-être pas tout capter, mais j'espère qu'ils vont capter quand même des choses, qu'ils sont pas là, qu'ils vont pas s'ennuyer en disant oh, qu'est-ce que c'est que cette affaire, j'ai rien compris. Je vois d'autres jeunes là, c'est super. Donc c'est à eux que j'essaierai de m'adresser le plus possible. Pas toujours, ça sera pas toujours possible parce que je suis pas assez fort pour m'adresser tout le temps de façon accessible à tout le monde. Mais on va parler donc de gravité. Le film s'appelle Gravity, donc ça paraît d'ailleurs un peu curieux, mais vous allez voir, parce qu'après tout, ça se passe dans l'espace en impesanteur, où on a l'impression que la gravité a disparu. Je vais revenir sur cet élément-là. Il aurait pu s'appeler autre chose, Loss of Gravity, je ne sais pas quoi, enfin un autre truc que Gravity. Et on va étudier ce film pour essayer d'en faire plusieurs choses. D'abord voir ce qui est bien et mal fait dans le film. Mais ça, en général, j'aime pas trop faire ça. Enfin, je le fais évidemment parce qu'il ne s'agirait pas de laisser passer des fausses idées au prétexte que le film est bien fait et que les images plutôt sont bien faites, sont très belles. Mais on va essayer de temps en temps aussi de comprendre ce qu'on voit vraiment. Et puis, ça arrivera une fois ou deux. Il y a une fois, on va le faire un peu, pas en détail, sinon je vais vous épuiser tous et vous satelliser tous en même temps. On peut faire une enquête et dire ah oui, d'accord, c'est pas bien fait, mais moi, comment j'aurais fait quoi? Moi qui suis un grand chef, comment j'aurais fait? C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il faut faire les calculs, donc c'est pas devant ça que je vais pas faire ça devant vous, mais c'est pour vous dire qu'on peut se livrer sur ces films-là, Gravity et tout un tas d'autres films, à une enquête scientifique. Donc c'est pas juste une critique, dire oui c'est bien, c'est pas bien parce que la science c'est pas bien. Moi c'est pas ça qui m'intéresse, hein, de critiquer les films. Moi je trouve que Gravity c'est un film un peu léger parce que le scénario est un peu léger finalement. Mais que la science soit bien ou mal traitée, c'est pas grave. C'est pas très grave, disons. Il se trouve que dans Gravity, elle est plutôt bien traitée et qu'à chaque fois qu'elle est maltraitée, vous allez voir, sauf à une occasion, chaque fois qu'elle est maltraitée, c'est pour une raison de scénario. Autrement dit, si elle était bien traitée, le scénario s'arrête. Donc bon, on comprend que... Bon, ok, on comprend qu'ils maltraitent la science. Alors qu'il y a des films où ils maltraitent tout le temps, parce que voilà, ça les embête pas. Bon, je vais pas rentrer dans tous les détails de ces autres films. Et donc dans Gravity, ça commence comme ça. On est déjà directement dans l'espace, hein, vous vous rappelez, c'est quand même assez frappant, la première image, ils coupent le son. Là maintenant, ils ont compris, les réalisateurs, que dans le son, dans l'espace, il n'y a pas d'air et donc on n'entend pas les sons. Donc là maintenant, ils ont pigé l'idée. Alors de temps en temps, ils montent, ils ont pigé l'idée, et bam, là ils coupent le son, mais c'est quand même assez impressionnant parce qu'il y a une musique qui monte très fort, et paf, on arrive à cette image-là, en fait on la voit en mouvement. J'en ai pas fait la copie de... J'ai pas extrait du film, je montrerai des extraits du film tout à l'heure, des extraits vraiment
vivant, si je veux dire, qui bouge, parce que ce n'était pas nécessaire, et puis on voit la navette qui apparaît dans le ciel. Et puis il y a des phrases qui apparaissent aussi. Il y a ça qui apparaît. On nous explique, ça c'est écrit comme ça au début, hein, c'est les mots, dans la version française en tout cas, ce qui est écrit. À 600 km au-dessus de la Terre, la température varie entre plus 125 et moins 100. Il n'y a rien pour transmettre le son, il n'y a pas de pression atmosphérique, il n'y a pas d'oxygène, la vie dans l'espace est impossible. Alors ça commence bien, voilà. Je dirais d'une certaine façon, ça commence bien, ils ont coupé le son, il y a une vue de l'espace, enfin une vue de la Terre depuis l'espace qui est magnifique, que ce soit une vue synthétique ou une vue réelle. Parce qu'une vue réelle, c'est facile, maintenant on sait faire ça. Si c'est une vue synthétique, elle est très bien faite aussi. Si c'est une vue artificielle, disons, simulée, elle est très bien faite aussi. Par exemple, c'est une planète où il y a de l'atmosphère. Ça se voit parce qu'ici, il y a le limbe bleuté qui marque la limite entre, disons, l'atmosphère diffusante et puis il y a aussi de l'atmosphère un peu là. Mais elle est si peu dense que la diffusion de la lumière du soleil est trop faible pour qu'elle soit perceptible à nos yeux. Donc on voit un limbe bleuté. Si vous regardez dans Tintin, par exemple, la planète Terre, dans les aventures lunaires de Tintin, la planète Terre, elle a un bord net. Il n'y a pas de limbe bleuté. C'est une planète sans atmosphère. Il y a pas mal de films de science-fiction un peu anciens où ils ne s'embêtaient pas. Ils prenaient une boule, ils peignaient dessus les continents, ils disaient voilà, c'est la Terre. Alors évidemment, du coup, l'atmosphère, il n'y en avait pas. Donc ça, c'est une vraie planète, avec une vraie atmosphère. Et puis, ils nous disent des choses qui sont justes. Bon, ça, on a compris l'idée. Il n'y a rien pour transmettre le son. Oui, pour transmettre le son, il faut de la matière, il faut du bois, par exemple, il faut de l'air, blablabla, là vous m'entendez très bien, il faut n'importe quoi, du métal, ce que vous voulez, il faut de la matière pour transmettre le son. Le son, c'est une onde mécanique qui nécessite un support matériel. Il n'y a rien pour transmettre le son, oui, parce que dans l'espace, en tout cas quand on est assez loin de la Terre, on est pratiquement dans le vide, et donc il n'y a pas de matière, et donc en particulier pas d'air, pour transmettre le son. Il n'y a pas de pression atmosphérique, c'est presque un synonyme de ça, mais c'est subtil, c'est qu'il n'y a pas de pression atmosphérique parce qu'il n'y a pas d'air, parce que c'est le vide, donc il n'y a pas le son, donc ces choses-là se comprennent ensemble. Il n'y a pas d'oxygène, évidemment. S'il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a en particulier pas d'oxygène. Et la vie dans l'espace est impossible. C'est vrai que pour nous, c'est pas facile, la vie dans l'espace, il faut reconnaître. Et c'est pas que parce qu'il n'y a pas d'oxygène, hein. C'est aussi parce qu'il n'y a pas d'eau, par exemple. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de troquet, il n'y a rien du tout, quoi. C'est une catastrophe. Et donc, tous les films où on voit les gars qui enlèvent leur masque, ou leur casque plutôt, ils ouvrent leur casque et ils ont un problème. Alors, on pourrait discuter longuement des types de problèmes qu'ils ont, qui sont tous un peu ridicules, et qui ne sont pas tels que ça devrait se passer. En tout cas, le résultat final, c'est qu'ils sont morts. Ça, c'est réaliste. À la fin, si vous ouvrez le casque dans l'air, dans l'espace et dans le vide de l'espace, vous allez être mort en un temps extrêmement court, à peu près une quinzaine de secondes. Vous avez des problèmes vraiment graves au bout d'une quinzaine de secondes. Et puis il y a cette phrase-là que j'ai gardée, je ne vais pas élaborer longuement parce que je ne voudrais pas ennuyer les plus jeunes, mais ça, on peut le calculer, ça se calcule, ça. 125, pourquoi c'est entre plus 125 et moins 100 degrés Celsius? Pourquoi, au prétexte que je suis dans l'espace, quand je suis sur Terre, il ne fait pas plus 125, alors que je suis en plein soleil? Bon, il peut faire chaud, mais en Inde, en ce moment, il fait chaud. Mais voilà, il ne fait pas plus 125, jamais ça arrive sur Terre, plus 125. Pourquoi? Parce que dans l'espace, on a monté de, disons, 200 km, 600 km, on est vraiment en dehors de l'atmosphère, pourquoi il ferait plus 125? C'est parce que tout simplement, les corps qui sont dans l'espace, ils sont éclairés par le soleil. Enfin, ils peuvent l'être, il ne faut pas qu'ils soient dans l'ombre de la Terre, ils peuvent être éclairés par le soleil. Et un corps qui est éclairé par le soleil, il va absorber éventuellement une partie de cette énergie lumineuse. Et si vous absorbez une partie de cette énergie lumineuse, ça va vous chauffer. Quand vous êtes au soleil ou quand vous êtes à l'ombre, vous n'avez pas la même sensation de chaud, même si l'air autour de vous, sa température n'a pas changé. Mais quand vous êtes au soleil, enfin moi avec mon crâne, je peux vous dire, je vois très bien la différence. Entre le soleil et l'ombre, il n'y a pas photo. J'ai même les yeux fermés, je sais que je suis au soleil. Parce que la lumière du soleil m'éclaire, cette lumière, ma peau en absorbe une partie, et cette absorption me donne de l'énergie, me chauffe, se transforme en chaleur, et donc je ressens cet éclairage solaire. Donc dans l'espace, pareil. Si vous prenez un objet noir, parfaitement noir, c'est-à-dire quelque chose qui absorbe parfaitement, ce n'est pas le noir que vous avez, hein, c'est le noir que vous avez sur vous, en général, il est toujours un peu brillant, ou toujours pas assez absorbant. Et si vous prenez un objet vraiment noir, on appelle ça en physique un corps noir, qui absorbe toute la lumière qui lui tombe dessus, la température d'équilibre qu'il va avoir dans l'espace, hors atmosphère, donc, s'il est perpendiculaire aux rayons du soleil, c'est 125 degrés Celsius. C'est pas mal quand même. On s'en fout, ils auraient pu mettre 75 ou 128, vous en fouteriez, enfin, personne n'aurait vu le détail. Moi, j'ai vu le détail, ils ont bien fait les calculs. C'est bien. Sauf que rien n'est vraiment parfaitement noir absorbant. D'accord ? Rien n'est parfaitement noir absorbant. Il y a des choses qui sont, par exemple, les tenues des cosmonautes, elles sont blanches. Parce que comme ça, elles réfléchissent une partie de la lumière du soleil, et donc elles en absorbent peu, de sorte qu'elles sont moins chauffées. Si elles étaient très intensément chauffées, je peux vous dire, à l'intérieur, les systèmes de climatisation, ils fonctionneraient plus intensément. Et il faudrait qu'ils soient plus efficaces, et ils consommeraient plus d'énergie. Ça donnerait moins d'autonomie à la combinaison. Donc des combinaisons réfléchissantes, pas des miroirs, mais quelque chose qui soit, disons,
clair, blanc, c'est plutôt efficace, c'est plutôt pratique. Et si vous prenez une combinaison de spationautes qui réfléchit entre 5 et 10% de la lumière, qui absorbe plutôt entre 5 et 10%, donc qui absorbe entre 95 et 90% de la lumière qui lui tombe dessus, eh bien vous vous retrouvez avec une température d'équilibre qui est moins 100 degrés Celsius. Si vous n'absorbez pas toute la lumière qui vous tombe dessus, mais seulement une partie, c'est une température, disons, plausible d'équilibre. Et ça permet de comprendre que les satellites, c'est toujours très compliqué, parce qu'il y a une partie qui est au soleil, une partie qui est à l'ombre, et qu'un satellite, il peut y avoir des contraintes mécaniques extrêmement importantes. Les gens ici, dans la salle, j'en vois un ou deux, qui font des satellites qui vont dans l'espace, pour l'astrophysique, puisqu'il y a quelques-uns des membres éminents de mon laboratoire dans la salle, ben, ils savent bien que les satellites, c'est compliqué du point de vue de la mécanique. Je ne parle même pas des instruments, détecter la lumière de la galaxie minuscule à l'horizon du monde. C'est que les satellites sont soumis à des contraintes thermiques importantes parce qu'il y a un côté qui est au soleil, un côté qui est à l'ombre. Et il peut y avoir des différences de température importantes et les satellites, on essaie de les faire tourner quand c'est les satellites de télécommunication. Comme ça fait tourne-broche, ça équilibre la température. Et puis quand c'est des satellites qui doivent viser une direction précise, parce qu'ils sont en train de photographier une galaxie lointaine, par exemple, ben, ça fait des contraintes thermiques dans le satellite importantes. J'attire votre œil là-dessus. Dans l'espace, tout devient très compliqué. La moindre chose élémentaire qui sur Terre ne pose pas de problème, ça devient compliqué. Et on va voir qu'il y en a d'autres qui arrivent comme ça. Par exemple, des contraintes mécaniques qui n'existeraient pas dans n'importe quel objet terrestre qui est dans un environnement qui est à peu près à la même température. Alors, voilà une scène, j'ai pris celle-ci parce qu'elle était marrante pour plusieurs titres. D'abord, c'est après la catastrophe. Tout le monde a vu le film. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas vu le film? Ah ben quand même quelques-uns. Ça n'est pas grave, hein. C'est pas grave. Sinon, on vous demande de sortir, on libère la place pour... Ça serait cruel. C'est pas grave, je rappellerai les éléments. De toute façon, l'intrigue n'est pas très importante. À la fin, la gentille s'en sort. Et le gentil meurt, mais on va voir. Bon, on va en reparler. C'est une catastrophe orbitale. C'est un film catastrophe qui se passe en orbite. Et puis là, la navette spatiale qui servait aux astronautes pour réparer le télescope spatial Hubble, ce qui s'est réellement produit, c'est-à-dire ils sont fondés, l'ambiance du début du film est parfaite, enfin c'est exactement comme ça que ça se passe. Hein. Les astronautes avec qui j'ai discuté, Clairvoy et compagnie, qui ont manipulé le bras qui sert à récupérer le télescope spatial une fois que la navette s'en était approchée, pour le fixer, le réparer, le remettre et puis repartir. Ça se passe tout à fait comme ça. De ce point de vue-là, Quaron, il a fait un très bon travail, enfin, ses équipes ont fait un très bon travail. Là, ce que je voulais montrer, c'est que les choses flottent. On est donc bien en impesanteur, comme si la pesanteur avait disparu. On va voir qu'elle n'a pas disparu, bien sûr, mais qu'on a l'impression, en apparence, la pesanteur semble avoir disparu. Les objets flottent dans la pièce. Et puis, c'est assez rigolo parce qu'on voit, alors un tournevis, parce qu'il y a des choses, il faut tourner des boulons aussi, des vis dans les stations. Il y a évidemment des ordinateurs, des machins. Il y a une casquette, bon d'accord. Ça, vous savez qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est une question geek niveau 1. Dites-moi. Un headset pour les communications? Non. Ça pourrait, c'est un peu dans l'ombre. Alors ça, c'est pas un casque, non? Ça pourrait être ça, effectivement. Il pourrait y avoir des casques. Il y a des casques, évidemment, parce qu'il y a toujours un bruit dans les stations. Dans les navettes, il y a un bruit de fond permanent de toutes les machines qui tournent, hein, et qui est assez important. C'est, je crois, 70 ou 80 décibels. C'est assez important, donc il faut avoir des bouchons aux oreilles, il faut avoir des casques pour se parler, pour ne pas être embêté. C'est-à-dire c'est vraiment un bruit de fond permanent de toute la ventilation, de tout ce qui tourne. Si ça s'arrête, tout à l'heure je parlais de l'éclairage du soleil qui chauffe. Si la climatisation de la Station spatiale internationale tombe en panne, au bout d'une quarantaine de minutes, ça devient tropical à l'intérieur. C'est dire que c'est quand même important cet éclairage extérieur qui chauffe la station et donc il faut ventiler, enfin, en interne, habilement. Madame, vous avez une proposition, non, pour ce truc-là? C'est Marvin le Martien. Vous connaissez Marvin le Martien dans Bugs Bunny? Les jeunes, non, parce que vous regardez des mangas maintenant, il faut regarder Bugs Bunny. Donc c'est un personnage de bande dessinée qui est là, donc il y a des fois des petits personnages, et puis ça, vous l'avez reconnu, bien sûr, c'est un Rubik's Cube. Je montre cette image pour montrer que les objets flottent, mais aussi pour montrer le Rubik's Cube, parce que Clairvoy m'a dit que c'est, entre guillemets, son Rubik's Cube. Clairvoy, c'est le seul astronaute à avoir emmené un Rubik's Cube, et Quaron, qui n'a pas été soutenu par la NASA pour faire son film, s'est renseigné beaucoup sur ce qui s'est passé à l'ESA et sur les films de la NASA disponibles, mais il n'a pas été soutenu au sens on vous prête un truc, on vous montre des images, etc. Et il a remarqué qu'il y avait, une fois, Clairvoy et Quaron a confirmé à Clairvoy que c'était bien l'image de Clairvoy avec son Rubik's Cube qui lui a donné envie de mettre ce Rubik's Cube là. Je vous donne cette anecdote parce que je la trouve marrante, donc c'est des dingues, les astronautes aussi, quoi. En plus d'aller dans l'espace et c'est dangereux, ils amènent des trucs pas clairs. Parce que comme si c'était pas assez embêtant de bosser dans l'espace, ils amènent des trucs pour se casser la tête. Alors, l'impesanteur, ça c'est une manifestation de l'espace qui est magnifiquement représentée dans le film de Quaron. Les gens flottent bien, les objets flottent. Alors tout a été filmé sur Terre, hein. Faut le rappeler, tout a été filmé sur Terre, donc ils ont fait des systèmes subtils pour simuler ça. Et l'impesanteur, on la retrouve aussi dans Tintin.
on la retrouve à un moment particulier de l'aventure lunaire, quand les Dupont coupent le moteur atomique qui propulse la fusée. Tant que la fusée est propulsée par son moteur atomique, eh bien, ils marchent naturellement dans la fusée, comme si de rien n'était, et dès que ce moteur est coupé, hop, ils se mettent à flotter en apesanteur dans la fusée. Et là, on a Tournesol qui nous explique tout de suite pourquoi, qui nous dit que parce qu'il a coupé, ou les Dupont ont coupé le moteur atomique, la fusée avait donc une accélération qui était imprimée par le moteur, par la propulsion du moteur, et que d'avoir coupé cette accélération, ça supprimait à l'intérieur de la fusée la pesanteur artificielle qui est régnée. Parfait. Parfait. Cette image-là, je l'utilise pour mon cours d'introduction à la relativité générale à Polytechnique. Elle est parfaite. D'ailleurs, vous la reverrai si vous venez voir Interstellar. L'équivalence entre accélération et pesanteur, en tout cas au moins localement, c'est-à-dire dans une petite zone, la taille de la fusée, et pour des temps pas trop longs, elle est à la base de la théorie d'Einstein de la gravitation. Pour comprendre ça, pour comprendre pourquoi pesanteur et accélération sont équivalentes, pour ça que dans cette pièce est un peu grande en réalité. Avec les moyens modernes, on s'en rendrait compte qu'on n'est pas dans une fusée qui accélère vers le haut avec une accélération égale à celle de la Terre, à l'accélération de la pesanteur de la Terre. On s'en rendrait compte parce qu'on a des instruments de mesure très précis. Mais disons que si vous n'avez pas trop de précision dans vos mesures, il n'y a aucune raison que vous pensiez que vous êtes vraiment sur Terre, à Saclay, dans l'amphibie STN, subissant la pesanteur de la Terre, plutôt qu'accélérer vers le haut avec une accélération exactement égale, accélérée vers le haut par une fusée, vous n'avez pas entendu, mais on a décollé, avec une accélération égale à l'accélération de la pesanteur terrestre. Donc il n'y a pas de manip en interne, sans ouvrir les volets finalement, sans regarder l'extérieur, qui vous convaincra de l'une ou l'autre de ces situations. Bon, en pratique, cette salle est quand même suffisamment grande spatialement, avec les instruments de mesure modernes, on s'en rendrait compte, je ne rentre pas dans les détails, on en parlera la prochaine fois. En tout cas, ça c'est tout à fait juste, et ça vient d'une chose très importante, qui est l'universalité de la chute libre. Les corps tombent de la même façon dans les champs de pesanteur. Que ce soit une enclume, que ce soit cet objet, que ce soit une plume, ils tombent de la même façon. Alors vous allez me dire, si je fais tomber une enclume et une plume, il va y avoir une différence. La plume, elle va volter, puis l'enclume, poum, elle va tomber directement. Parce qu'il y a l'air qui perturbe le mouvement de la plume, qui est bien légère, et que ce mouvement perturbé, bien évidemment, ça va se voir, et qu'elle ne va pas tomber en ligne droite sous le simple effet de la gravité, mais aussi sous l'effet de l'air qui perturbe son mouvement. Si on fait la manip sur la Lune, alors on n'est pas obligé de la faire sur la Lune pour comprendre ça. Je la montre sur la Lune parce que c'est sympa, puisqu'on est dans l'espace. Voilà la manip qui a été faite sur la Lune. Si on peut mettre le son, je ne sais pas s'il est branché, parce qu'il parle en anglais, mais ça sera sympa de l'entendre parler. Là, il a un marteau de géologue, il va faire un bon kilogramme, et là, il a une plume de faucon, parce que le module lunaire qui est derrière s'appelle Falcon. Ça, c'est la mission Apollo 15. Et là, il nous explique qu'il va refaire une expérience qui est due à Galilée, de faire tomber des objets de composition et de masse différentes dans un champ de pesanteur qui est celui de la Lune, avec l'avantage que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère non plus, et donc pas de possibilité que la plume ait son mouvement perturbé par l'atmosphère. Donc il va les tenir à la même altitude, il va les lâcher sans vitesse initiale, et on va les voir tomber en même temps et arriver en même temps. Bon, c'est une manip qualitative, on pourrait faire bien plus précis pour s'assurer que ça tombe exactement en même temps. Donc, les objets tombent de la même façon dans les champs de pesanteur. Ça, pour les jeunes gens, je pense que c'est un peu plus stupéfiant. D'ailleurs, ce n'est pas les gros qui tombent plus vite. Ils tombent pareil. D'accord ? Alors évidemment, les plumes, les feuilles, les petites choses légères, évidemment, elles sont perturbées par l'air de la Terre. Mais un gros boulet de canon en fer et un gros boulet de canon en bois, la même taille, pas la même composition, et donc pas la même masse non plus, ils vont tomber quasiment en même temps dans le champ de pesanteur de la Terre. D'accord ? Et ça, c'est une conséquence extrêmement importante, qui est une expérience de pensée qui est due à Einstein, qui est que si vous vous imaginez dans un ascenseur en chute libre, c'est pas très agréable comme expérience de pensée, mais dans un ascenseur en chute libre, parce que dans l'ascenseur, vous êtes comme ici, vous ne voyez pas l'extérieur. Vous êtes en chute libre, promis à une mort certaine. Ne hurlez pas, ça ne sert à rien, vous êtes bientôt mort. Faites une expérience de physique, ça vous détendra avant l'arrivée. Donc vous tombez, il faut s'imaginer, donc ça c'est une expérience de pensée qui va vous donner l'idée de ce que c'est l'impesanteur. Vous êtes donc en chute libre, vous tenez un objet dans votre main. Vous tombez. Que fait l'objet ? Il y a des réponses faciles, hein. Il n'y a pas que des questions difficiles. Il tombe avec nous, voilà, très bien. Donc l'objet tombe avec nous, évidemment je le tiens, donc c'est normal, il tombe avec moi. Et maintenant, c'est là où commence l'expérience, il faut être assez rapide, hein, parce qu'en général, si l'ascenseur c'est pas celui de la Bourge Ralifal à la tour de 800 mètres, vous êtes en bas en pas très longtemps, donc il faut vite percuter que vous êtes en train de tomber. Et vous lâchez l'objet, vous êtes en train de tomber. Et vous lâchez l'objet, vous écartez les doigts, vous tenez l'objet devant vous, là, il tombe avec vous, parce qu'évidemment vous le tenez, et vous écartez les doigts.
Juste ça, vous ne jetez pas l'objet, vous le tenez et vous lâchez. Qu'est-ce qui va se passer? Alors il y a 3 réponses. Hein. Il y a l'objet tombe, il y a l'objet monte, et il y a l'objet bouge pas. Alors on peut faire un vote selon l'opinion de chacun. Qui pense que l'objet monte? Pas beaucoup. Qui pense que l'objet descend? Là, je vois qu'il y a de la psychologie énoncée dans cette salle. Qui pense que l'objet ne bouge pas? Oh, bah alors là, vraiment, vous êtes très fort en physique. Et pourquoi il ne bouge pas? La réponse est toute simple, c'est que tout le monde tombe de la même façon dans les champs de pesanteur. Donc cet objet, il va tomber exactement en même temps que moi, ce qui fait que moi qui tombe, je vois devant moi l'objet tomber au même rythme, et donc je le vois devant moi qui ne bouge pas. J'ai l'impression que la gravité a disparu, que la pesanteur a disparu, alors que pas du tout, parce que si je ne fais rien, eh bien je m'écrabouille lamentablement. D'ailleurs, c'est faire remarquer une chose comme ça, c'est important, ce qui est dangereux, c'est pas la chute. Vous avez parfaitement compris. C'est l'arrêt de la chute qui est dangereux. Tant que vous chutez, tout va bien. Et donc vous avez compris immédiatement quelque chose, l'impesanteur, c'est la chute libre permanente. Alors, vu d'ici, c'est pas facile. Hein. Si je me mets là, je peux faire un petit coup d'impesanteur, hop, voilà, c'est fini. Ça a duré une petite fraction de seconde. Si vous chutez, si vous tombez d'un peu plus haut, ça sera un petit peu plus. Il y a bien les frottements de l'air qui vont perturber légèrement votre chute. Vous ne serez pas strictement en impesanteur, mais c'est quand même ça l'idée. Donc, l'impesanteur, c'est la chute libre. L'impesanteur, c'est la chute libre. Et quand on veut faire de l'impesanteur, comment on fait sur Terre? Eh bien, on se met en chute libre. Et donc, il y a des tubes où on laisse tomber des objets en chute libre dans le vide pour vérifier. Alors, ils tombent un certain temps. C'est des tours qui peuvent faire 50, 80, 100 mètres de haut, des tours de chute libre spécialement taillés pour ça, et faire de la physique pendant la durée de la chute. On peut faire autrement aussi, c'est mettre des gens dans un avion et mettre l'avion en chute libre. D'habitude, les avions, c'est pour voler à peu près à vitesse constante et à altitude constante, au moins pendant la plus grande partie du vol, pendant le vol de croisière. Là, on met l'avion en chute libre. L'avion tombe. Les passagers tombent en même temps, exactement en même temps. L'avion est grand, il y a de l'air qui va gêner sa descente, mais il se propulse quand même un tout petit peu pour compenser les frictions atmosphériques. Donc l'avion tombe, les passagers tombent, et regardez, là, ils sont dans un avion. Pendant 25 secondes, parce que l'avion, évidemment, lui, il reprend le coup, parce que s'il ne reprend pas le coup, à la fin, il n'y a plus d'avion. Fâcheux. Donc ça fait une trajectoire comme ça. L'avion, il est là, à 6400 mètres, il se met à monter très raide, et puis il y a un moment donné, il coupe les moteurs, ou presque. Il garde juste ce qu'il faut pour compenser les frictions atmosphériques, et puis il fait une parabole, il fait un mouvement qui est juste soumis à la pesanteur terrestre, et pendant ce petit morceau de parabole, qui dure typiquement une vingtaine de secondes, 25 secondes, tout ce qui est dans l'avion, les passagers, tous les appareillages, tout est en chute libre. Alors, vous pouvez donc faire ça vous-même. Alors, il faut quand même lâcher 6 000 € pour le faire. C'est moins cher que de monter en orbite. Il faut avoir aussi le cœur bien accroché, parce que monter, c'est comme ça. Hein. C'est un Airbus, hein, c'est les avions normaux là, qui décollent, atterrissent, Orly, Paris, New York, et ça, d'accord. Et ils montent à 45 degrés, après ils font ça. Et ils font ça régulièrement, ils en enchaînent comme ça. Pendant 3 heures, ils en enchaînent régulièrement. Après, ils font demi-tour, ils recommencent, ils font demi-tour, ils recommencent. Et par petite séquence de 25 secondes, vous êtes en chute libre. Donc ça, c'est une façon d'être en impesanteur. Ça ne dure pas très longtemps, 25 secondes. C'est beaucoup plus long que le petit saut que j'ai fait ici. C'est beaucoup plus long que de se jeter du sommet de la Tour Eiffel. Avec, évidemment, pour la Tour Eiffel, un résultat qui va être un peu désagréable à l'arrivée. Et on peut faire mieux, évidemment, c'est être en orbite. Et du coup, être en orbite, ça veut dire quoi? Alors, en orbite, voilà, il y a la Terre ici, il y a je ne sais pas pourquoi, une masse, une boule, ce que vous voulez, un satellite, n'importe quoi, un objet. Et puis la petite flèche noire, je l'ai fait petite parce qu'après ça m'arrange qu'elle soit petite. Et la petite flèche noire qui est ici, c'est le fait que cette boule, elle est tirée vers le centre de la Terre par la gravité de la Terre. Elle a son poids qui la tire vers le centre de la Terre. Si je ne fais rien, je la tiens, cette boule. On est à, je ne sais pas, peut-être 400 km d'altitude, je tiens cette boule, je la lâche, elle va tomber. Elle va tomber vers le centre de la Terre, elle va tomber vers la Terre, elle va chuter, et comme je lâcherai cet objet, il va chuter. Ça sera exactement pareil. Sauf que vous savez bien que pour aller en orbite, on ne monte pas les choses sur une échelle, évidemment, on les monte en fusée, on leur donne une certaine vitesse, qui est très importante. Les vitesses, c'est de l'ordre de 30 000 ou 28 000 km par heure, donc quelque chose comme entre 7 et 8 km par seconde. Donc c'est des vitesses extrêmement importantes, bien plus rapides que les avions de chasse, bien plus rapides que, évidemment, les voitures, les trains, etc. Et donc cette boule, elle a aussi une chose,
c'est qu'elle a un mouvement, j'ai mis cette flèche bleue ici, je l'ai orientée dans cette direction, ça aurait pu être une autre direction, mais j'ai choisi celle-ci parce que ça donnera un résultat qui va être simple à comprendre. On aurait pu mettre la flèche bleue dans n'importe quelle direction, c'est la direction vers laquelle pointe la vitesse de l'objet. Cet objet, il n'est pas en l'air sans vitesse, il est en l'air avec une vitesse. Et en 1 seconde, il va parcourir la longueur de la flèche bleue, tandis qu'en 1 seconde, sous l'effet de la gravité, il aurait parcouru la petite longueur de la flèche noire. Donc au final, il veut aller tout droit, il veut aller le long de sa vitesse, ça s'appelle l'inertie. Le fait qu'un corps perdure dans son mouvement si rien ne vient le gêner. Et rien ne vient le gêner, ça veut dire qu'il ne subit aucune force. Là, en l'occurrence, il subit l'attraction de la Terre, qui lui dit « Attends, Coco, tu ne peux pas aller que tout droit, et aussi je te tire, parce que je suis la Terre, je suis lourde et je te tire. » Et donc cet objet, il va faire, en gros, si au lieu d'avancer tout droit, il y a quelqu'un qui vous pousse, vous faites un pas de côté. Si personne ne vous pousse, vous avancez tout droit, tout va bien. Si vous prenez un choc, vous avez fait un pas de côté, donc vous avez un peu dévié de votre trajectoire. Là, c'est ce qui arrive, on vous tire et vous avancez tout droit, vous allez le long de la flèche verte. Vous vous êtes déplacé en descendant un petit peu tout en avançant tout droit. Et puis vous vous retrouvez à un nouvel endroit qui est ici et ça recommence. L'attraction de la Terre vous tire toujours vers le centre de la Terre, votre vitesse vous dit va tout droit et pendant 1 seconde tu vas faire cette longueur, et puis vous refaites encore un pas de côté. Et si la vitesse est bien choisie, vous allez faire ça. Vous allez avancer et tomber, avancer et tomber, avancer et tomber, mais en fait, quand je dis tomber, ça veut dire quoi? Être sujet à la gravité de la Terre, descendre vers la gravité de la Terre, mais comme vous avancez en même temps, vous allez tomber vers la Terre, au sens propre, être tiré par la Terre, mais la rater à chaque instant. Le secret du vol, c'est ça. Tomber vers la Terre et la rater à chaque instant. Vu d'ici, c'est pas facile. Parce que si je tombe vers la Terre et que je veux la rater, c'est pas compliqué. Il faut que je parte parallèlement au plan du sol, extrêmement vite, à peu près à 7,9 km par seconde. Ça fait beaucoup de milliers de kilomètres par heure, ça fait presque 30 000 km par heure. D'accord ? Donc si je pars horizontalement extrêmement vite, je vais me déplacer très vite comme ça, et comme j'irai très vite, si je vais très vite, à un moment donné, je vais être au-dessus de la Terre, parce que la Terre est courbée, et puis la gravité m'aura tiré, m'aura fait redescendre le petit gain de hauteur que j'ai gagné. Et du coup, je vais être en orbite à altitude nulle. En pratique, c'est pas facile, il y a les murs, il y a les montagnes, il y a les voitures, les maisons, il y a l'atmosphère, c'est compliqué. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc on monte en altitude, évidemment, pour faire ça, mais c'est ça l'idée. Donc être en orbite, c'est tomber vers la Terre et la rater à chaque instant. Et du coup, comme vous êtes en chute libre permanente, puisque vous ratez la Terre, vous tombez en la ratant, vous êtes en apesanteur. Vous êtes constamment en train de tomber, donc la pesanteur semble avoir disparu. Vous êtes en chute libre perpétuelle. Alors il y a ce petit dessin que j'aime beaucoup, qui vient de l'astronomie populaire de Camille Flammarion, où il imagine sur une montagne un boulet qui est tiré par un canon. Il explique ça, c'est pour expliquer ça à la jeunesse de l'époque. Ça, c'est des bouquins pour les jeunes à l'époque. Vous voyez que maintenant, ça a beaucoup changé. Si le canon ne tire pas assez fort, le boulet retombe, et il retombe évidemment d'autant plus loin que le canon a été tonique, si j'ose dire, que la vitesse que le canon a donnée au boulet est importante. Et puis il vient un moment donné, le canon tire horizontalement. Et puis là, sous l'effet de la pesanteur, le boulet, il descend, puis il tape sur la Terre à un moment donné. Si le canon tire assez vite, 8000 mètres, la vraie vitesse, la vraie valeur, c'est 7900, 8000 mètres par seconde, le boulet fait le tour de la Terre et revient à l'arrière du canon exactement 1h23 minutes après. On oublie l'air, les frottements de l'air, etc. Donc le gars qui tire un boulet de canon trop vite, ici il ne bouge pas, il se le prend dans le dos. D'accord ? À méditer. Quand vous fabriquez des canons puissants. Et puis, s'il tire trop vite, alors là, si vraiment il l'envoie beaucoup plus rapidement que ces 8000 mètres par seconde, alors là, le boulet, il s'éloigne indéfiniment de la Terre. C'est comme tout à l'heure dans mon petit dessin. Dans mon petit dessin tout à l'heure, imaginez ici que la flèche bleue, qui est celle due à votre vitesse, soit toute petite, minuscule. Ça veut dire que c'est comme si la flèche rouge, la flèche noire ici était très grande. Vous faites un tout petit mouvement pour vous éloigner de la Terre, et un grand mouvement qui vous amène vers la Terre. Vous allez finir par rencontrer la Terre. Vous n'êtes pas assez rapide pour rater la Terre. Si maintenant, à l'inverse, la flèche bleue ici est super grande, après vous tombez un petit peu, vous vous éloignez indéfiniment de la Terre, parce que votre vitesse est grande, très grande, suffisamment grande pour ne plus retomber vers la Terre, et surtout pour s'en éloigner indéfiniment. Parce que là, vous ne retombez plus sur la Terre, mais vous êtes toujours en orbite. Vous êtes donc toujours à peu près la même distance de la Terre. Donc, il suffit d'aller suffisamment vite.
Si vous voulez vous éloigner définitivement de la Terre, la vitesse, celle qui est indiquée ici, 11 200, il a mis 11 300, 11 200 mètres par seconde. De ce point de vue-là, Tintin, enfin Hergé, s'est un peu trompé parce qu'il a dit, vous verrez, ils sont trompés 2 fois. Vous venez d'atteindre la vitesse de 13 km par seconde, vous n'êtes plus soumis à l'attraction de la Terre. C'est 2 fois faux. Une fois c'est faux, parce que d'abord, c'est pas 13 km par seconde, mais ça, c'est une petite erreur de calcul. On pourrait dire, il n'a pas appuyé sur les touches, c'est pas grave, ça arrive, je vois des gens dire, oui, faut être bienveillant. Vous avez raison. Mais c'est quand même pas bon. Alors on dira, bon, c'est pas bon, mais je te mets les points. Voilà. D'accord, un étudiant, on dirait ça. Donc, ça, c'est pas très bon. Par contre, vous n'êtes donc plus soumis à l'attraction de la Terre, c'est faux. Le vaisseau lunaire, la fusée lunaire, ou les gens qui sont en orbite sont soumis à l'attraction de la Terre. C'est même pour ça qu'ils ne s'éloignent pas à l'infini, parce que la Terre les tire. Ils sont pleinement soumis à l'attraction de la Terre, et c'est pour ça qu'ils sont en chute libre. Et c'est pour ça que eux, dans leur référentiel, comme on dit en physique, ils ont l'impression que la gravité a disparu. D'accord ? Donc la gravité n'a pas disparu en vrai. La Terre attire toujours la fusée, même si elle se donne à l'infini, mais elle a disparu de façon apparente pour les gens qui sont dans la fusée. Ils ont l'impression que la pesanteur a disparu, que la gravité de la Terre a disparu. Alors, la Station spatiale internationale, International Space Station, elle est à peu près 400 km d'altitude. C'est un des éléments du film, et il y a une partie du film qui se déroule aussi dans la station spatiale. Sa vitesse, voilà, 7,65 km par seconde. Ça fait à peu près 28 000 km par heure. Donc elle est plus lente. La première vitesse cosmique, c'est la vitesse de mise en orbite à ras du sol, ce qu'on ne fait jamais en pratique, évidemment. Et elle fait un peu moins de 7,9 km par seconde, et moins que la vitesse de libération. Cette vitesse, on appelle vitesse de libération, au-delà de laquelle le vaisseau s'éloignera indéfiniment de la Terre, en étant ralenti par l'attraction de la Terre, mais comme il est de plus en plus loin, la décélération est de plus en plus faible. Alors, une question qui se pose maintenant, c'est comment on est en orbite, tout va bien. Donc vous êtes là, et ça ne bouge pas, vous êtes tranquille. Maintenant, vous voulez vous déplacer. Vous voulez aller là. Alors évidemment, vu d'ici, c'est facile. J'ai juste à marcher, et je vais là, c'est facile. Mais comment on fait dans l'espace ? Ben, c'est compliqué, parce que dans l'espace, d'abord, vous ne touchez rien. Il n'y a rien à toucher, évidemment, vous êtes dans le vide. Alors maintenant, imaginez, là c'est pas facile sur Terre, évidemment, la manip n'est pas facile sur Terre, mais vous voulez vous déplacer d'un endroit à un autre, comment vous faites ? Alors sur cette image, il y a la réponse. Là, on voit Kowalski, donc, qui est joué par Georges Clooney, tout le monde l'aura reconnu, dans son... On va y revenir sur ce fauteuil. Et qu'est-ce qu'il y a là ? Une espèce de petit pchit qui est là. Ce petit pchit qui est là, c'est un pchit, c'est vraiment un pchit, c'est pas un réacteur, genre une combustion avec une flamme, quelque chose. C'est vraiment du gaz qui est éjecté par une petite tuyère, il n'y en a pas qu'une seule, il y en a tout un tas. Et cette petite tuyère, en éjectant du gaz dans un sens, qu'est-ce qui se passe ? Vous savez ça, j'ai laissé les jeunes, je pose la question aux jeunes. Vous avez déjà fait ça, je pense, non ? Regardez, j'ai amené un ballon, spécialement pour vous. Quand on gonfle un ballon et qu'on le lâche, qu'est-ce qui se passe ? Vous l'avez déjà fait, ça ? Qui n'a jamais fait ça ? Ah, ça me rassure. Quand on le lâche, dis-moi, jeune homme. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe, en fait ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que tu sais un peu ce qui se passe ? Tu peux nous dire si tu as une idée, hein ? Oui. Est-ce que c'est forcément vers le haut ? Si je le mets comme ça, il va partir vers le haut ? Alors, c'est pas bien ta phrase. Je dis pas ça pour t'embêter et te ridiculiser. C'est pour que tu fasses une phrase super bien tournée où on comprend tout direct. Pour qu'il parte vers le haut. Oui. Oui. Au côté opposé, du côté opposé, exactement. Donc on va faire, donc ce jeune homme a fait une prédiction de physique, c'est ça la physique. On essaie d'expliquer des choses et après on vérifie si on a raison. Si on a raison, on est content. Si on n'a pas raison, on a perdu. Donc je lâche, on voit ce qui se passe. Alors, ça ne s'est pas passé comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Hein, t'as vu ça ? Ça marche pas. La physique, c'est toujours comme ça. Ça marche jamais. Enfin, pas du premier coup. Du deuxième, souvent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je vais te dire la vérité, c'est que quand j'ai fait ça, j'ai soufflé, ça a mis un peu de salive là, et j'ai bien appuyé ma main dessus pour que ça colle le caoutchouc sur mon doigt. Et du coup, quand je l'ai lâché, en fait, c'est resté collé et il n'est pas parti. Tu vois, j'étais roulé. Alors maintenant, je recommence. Alors maintenant, je fais la même chose, mais là, j'essaie de lâcher vraiment sérieusement, quoi. Pas, tu vois... Ok, sérieusement. Bon, là, ça a marché. Bon, évidemment, comme c'est pas une tuyère extrêmement bien orientée, ça part évidemment du côté opposé, donc vers le haut, vers le bas, on peut s'en priver, on peut dire, le ballon part du côté opposé à la tuyère, parce que le gaz qui est sous pression, l'air qui est sous pression dans le ballon, est éjecté à grande vitesse par la petite tuyère,
Et du coup, faisant ça, il exerce une force sur le reste du ballon qui le propulse dans la direction opposée d'éjection de l'air. Ça s'appelle une propulsion à réaction. Une propulsion à réaction. C'est une des lois de Newton qui s'appelle l'action et la réaction. Quand je pousse ce meuble, je subis moi aussi une force qui me pousse de l'autre du côté inverse. En général, quand le meuble est fixé au sol, c'est moi qui recule. Si le meuble était léger ou si c'est un petit machin comme ça, c'est lui qui recule. Dans l'espace, quand vous poussez un truc, les deux reculent en même temps. D'accord ? Donc, il faut faire attention dans l'espace. Si on repousse un truc, vous vous éloignez aussi. C'est pas vous restez sur place et le machin s'éloigne, c'est tout le monde, les deux se mettre en mouvement. Donc, par cette action de petit réacteur, donc là, il a des ballons, on va dire, un peu sophistiqués, il peut, comme ça, accélérer dans un sens, accélérer dans l'autre sens, et c'est exactement ce qui se passe dans la vraie vie. Les réacteurs que l'on voit ici, alors celui-ci, c'est il s'appelle le Manned Maneuvering Unit, c'est un siège spatial pour que les astronautes se déplacent librement, sans être accrochés. Vous avez vu dans le film, ils sont souvent accrochés par un câble à la station. Ça, c'est parce que quand on n'a pas de quoi manœuvrer, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que si, par exemple, la station, c'est ça. Je mets ici. La station, elle est là. Non, je vais me mettre là, vous en verrez bien. La station, c'est ça. Et ma main, elle fait ça. C'est-à-dire, il me manque... je fais comment pour toucher la station ? Ben, je ne peux pas. Comment je m'avance ? Si je n'ai pas de pchit qui me font avancer, un petit pchit dans le pchit. Alors là, j'avance un petit peu, c'est bon. Je me raccroche. Mais si je n'ai pas de pchit, je suis foutu. Donc c'est pour ça que les gars s'accrochent tout le temps dans le film, avec un câble, c'est ce qu'ils font en réalité. Et puis, à une époque, on a testé ce siège, qui est exactement celui qu'utilise Kowalski, c'est exactement le même siège, ils ont repris vraiment le même siège, et qui a été abandonné parce qu'il était un peu trop tonique, on va dire. Il pouvait faire gagner à l'astronaute et au siège des vitesses de l'ordre de 25 mètres par seconde, ce qui était jugé un peu dangereux s'il y avait une mauvaise manip ou quelque chose. Depuis, on a cette chose-là, il y a toujours le câble, mais au cas où il y a un problème, ils ont un petit système derrière pour se rapprocher de la station en cas de malheur. Parce qu'encore une fois, si votre main ne touche pas la station, vous n'avez aucun moyen de la raccrocher comme ça. Vous pouvez souffler dans le scaphandre, est-ce qu'il va se passer quelque chose ? Et non, parce que vous êtes dans votre scaphandre, et quand vous soufflez, l'air, il rebondit sur la paroi, et donc la somme des forces, je dis ça pour ceux qui savent de la physique, la somme des forces, c'est 0. Donc vous soufflez dans le scaphandre, c'est pareil si vous faites à l'arrière, ça ne marchera pas non plus. D'accord ? Donc vous êtes dans votre scaphandre et vous êtes foutu, quoi. Il vous manque 2 mm, vous êtes foutu. D'accord ? Donc il faut un petit truc qui fait d'un tout petit pchit dans le dos. C'est ce que forme ce nouveau safe, qui s'appelle Safe 1. Alors si vous bougez des mouvements, on va en parler. Si vous faites des mouvements, ça, il ne se passera rien non plus. Ben, on va voir justement. C'est pour ça que j'ai cette belle chaise qui est là, qui trône, vous allez voir. On va en parler. On va tenter les mouvements aussi. Mais si vous voulez aller en translation, c'est-à-dire vous avancez en ligne droite, le seul moyen, c'est qu'il y ait un petit pchit dans votre dos, ou qui vous freine. C'est-à-dire à la limite, vous avez pchit. C'est bon, vous êtes parti. Voilà. Et je vais m'arrêter. Ben, il faut un pchit en sens inverse. Si vous ne mettez pas le pchit qui compense le précédent, vous allez tout droit. Tout droit. Bon, il y a la gravité de la Terre, etc. Mais essentiellement, pour un petit morceau, vous allez tout droit. Donc il faut toujours faire l'action, ça lance le mouvement, et la réaction, le mouvement dans l'autre sens. Et maintenant, vous regarderez toutes les scènes où Kowalski fait le guignol avec son fauteuil. Vous verrez qu'à chaque fois, c'est très bien fait. Chaque fois qu'il y a un pchit dans un sens, un petit peu après, il y a un pchit à côté qui compense, qui fait son petit mouvement. Enfin, il fait le charlot avec ça, mais bon, il maîtrise bien le truc, manifestement, Kowalski. Et ça, c'est obligatoire. C'est pour ça que dans Tintin, par exemple, la fusée lunaire doit se retourner, de sorte que son réacteur lui permet de décélérer pour se poser sur la Lune. Et donc, elle fait un pchit sur le côté, très bien. La fusée lunaire, elle avance comme ça, elle fait un pchit, ça la fait tourner. Elle a fait un pchit perpendiculaire à son grand axe, elle tourne. Mais elle a juste besoin d'en faire un seul. Elle n'a pas besoin de faire un pchit qui dure longtemps. En revanche, ce qu'elle ne doit pas oublier, c'est faire un pchit de l'autre côté. Parce que si elle ne le fait pas, ben elle tourne. Elle ne s'arrête pas. Il n'y a pas de frottement, il n'y a rien, il n'y a pas d'air, encore une fois, il n'y a rien qui va arrêter votre mouvement. Sur Terre, on se plaint des frottements, parce que les frottements, évidemment, ça, par exemple, votre voiture, vous êtes obligé d'accélérer, enfin, quand je dis d'accélérer, c'est-à-dire de maintenir le pied sur la pédale d'accélération pour alimenter en permanence le moteur avec de l'essence, de sorte que l'énergie produite par le moteur compense exactement celle qui est dissipée dans les frictions avec l'air ou avec le sol. Si vous ne faites pas ça, votre voiture, si vous levez le pied de l'accélérateur, ben votre voiture, elle ralentit, puis elle finit par s'arrêter. D'accord ? Donc le moteur, il est là juste pour maintenir votre vitesse constante contre les frottements. Donc on se dit, ça serait super s'il n'y avait pas de frottement. Sauf que s'il n'y avait pas de frottement, vos pneus, ils font quoi ? Imaginez-vous sur la glace, par exemple. Ben, les pneus, ils pédalent sur la glace. S'il n'y avait pas de frottement, vous ne pourriez pas marcher tranquillement sur le sol comme je le fais là. C'est les frottements qui vous font avancer.
sur un sol parfaitement lisse, parfaitement glissant, vous ne pouvez pas avancer, vous pédalez dans la semoule comme sur de la glace, quoi. Voilà. Sauf si on a des crampons, enfin bref, après des astuces. Donc là, il aurait dû mettre quelque chose sur le côté du côté opposé du pchit initial pour remettre la fusée dans le bon sens. Alors maintenant, où il y a des mouvements du corps qui peuvent influencer, c'est si maintenant, là j'ai parlé de translation, puis d'arrêt, mais maintenant je veux aller par là, je fais comment? Alors pour dire j'ai un pchit sur le côté, bon j'avance comme ça. D'accord. Mais maintenant je veux changer d'attitude, ça veut dire je veux faire ça. Comment je fais? Alors il y a plein de solutions, il y a un pchit sur le côté qui refera un autre pchit, ça avec les pchits ça marchera toujours, il faut les mettre aux bons endroits. C'est d'ailleurs pour ça que le fauteuil il en a 24 des pchits, partout. Quand il n'y a plus de gaz, c'est fini. Donc il faut réfléchir, hein. Le pchit, à un moment donné, il n'y en a plus. D'ailleurs, c'est ce qui arrive à Kowalski dans le film, à un moment donné, il n'y en a plus. On va le voir dans la séquence là. Alors par exemple, voilà, je suis dans l'espace. D'abord, je suis sur Terre, sur une chaise, je veux tourner. Bon, c'est facile, il y a des frottements, je mets mes pieds comme ça, et je tourne, super. Puis une fois que je me suis lancé, je peux même lever les pieds, ça continue, non, ça s'arrête. Pourquoi? Les frottements, vous avez tout compris. Bon, alors maintenant, je suis dans l'espace. Je veux tourner. Dans l'espace, ça veut dire mes pieds ne touchent plus par terre. Comment je fais? Je ne mets pas de mauvaise volonté. Si quelqu'un pense que je mets de la mauvaise volonté, il peut venir à ma place pour me montrer le dandinement. Donc je me dandine. Bon, évidemment, j'ai un siège qui roule en plus, mais ce n'est pas très grave. Je vais essayer de tourner. Enfin, vous pourrez essayer, ce n'est pas facile. Essayez demain dans vos bureaux. Vous avez tous des bureaux avec des... Évidemment, discrètement, quoi, sinon le chef ne va pas être content. Bon. Alors on est comme ça, et on veut tourner, comment on fait? Alors il y a une solution qui consiste à changer... Alors que vous voulez proposer quoi, monsieur? Je vais vous faire un jet. Comment ça? Avec mon... Qu'est-ce que je fais comme ça? Vous voulez que j'essaye? Pas de problème. Non mais je ne mets pas de mauvaise volonté, je vous promets. Je vous engage d'ailleurs à essayer vous-même sur un siège demain. Ce qu'il faut faire... Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas épuiser les enfants non plus. Encore une fois, je pense qu'ils sont déjà un peu épuisés. Ils s'attendent avec impatience. Comment il va faire? Comment il va faire, hein, c'est ça? Ben, c'est très simple. Je vais changer ma configuration, ma position, et je vais me mettre les bras comme ça va m'aider un peu. D'ailleurs, si j'ai... T'as pas 2 bouteilles Marie, tiens, je suis avec 2 bouteilles, ça va m'aider un peu. Si vous n'avez pas de bouteilles, ça marche aussi. Peut-être que 2 bouteilles, ça sera mieux. Je recommence. Je me mets comme ça. Déjà, j'ai l'air bête. Bon, après, qu'est-ce que je fais? Je tourne. Hop. Ah, mais c'est embêtant, il est embêtant ton siège, hein, Marie. Il faudra prendre un meilleur siège. Je tourne, hop. Ah oui, je peux pas, il y a ça. Ah, c'est embêtant, là, il n'y a pas un truc qui me soulèverait, je suis petit comme garçon, moi. Bon, tant pis. Donc je tourne un peu, ça ne va pas bien marcher à cause de la hauteur du dossier. C'est pas grave. Je tourne un peu. Vous avez vu ce qui s'est passé? Quand je tourne les bras, alors j'arrive pas bien à le faire à cause du fauteuil, quand je tourne les bras dans un sens, il faudrait que je sois comme ça, les pieds, ils sont partis automatiquement dans l'autre sens. D'accord? C'est pas moi qui ai décidé. C'est le simple fait que si je suis comme ça sur le sol, je tourne les bras, ben je tourne les bras, quoi, évidemment, on est bien d'accord. Parce que mes pieds, ils frottent sur le sol. Si mes pieds ne frottent pas, eh bien, les pieds ils partent du côté opposé. C'est l'équivalent pour la rotation de action et réaction. D'accord? Mais pour la rotation, on appelle ça en bon physicien la conservation du moment cinétique. Fin de la parenthèse. D'accord? Donc je fais ça, et mes pieds partent dans un sens. Et après, qu'est-ce que je fais? Si je les ramène, eh ben, ça va ramener tout le monde au même endroit où j'étais au départ, il ne s'est rien passé. D'accord? Donc ça va, je fais ça, je fais ça. Je fais ça, je fais ça. Il ne s'est rien passé. Bon, le fauteuil il brinque-balle un peu, ça va tourner un tout petit peu. Ce qu'il faut faire, c'est faire ça, ramener les bras, l'air dégagé, et puis tourner, se remettre face aux pieds, ça va ramener un petit peu les pieds, mais remarquez que j'avais les bras comme ça, et maintenant ils sont comme ça. J'avais des masses au bout des bras à grande distance de mon corps, et maintenant ils sont près de mon corps. Et quand je ramène, évidemment, ça va me refaire tourner un petit peu, mais pas pareil. Pas pareil, parce que la distribution de masse de mon corps, les bouteilles au bout des bras ou les bouteilles près de mes bras, n'est pas la même. Et donc je vais tourner, disons, beaucoup dans un sens et un petit peu dans l'autre. Et beaucoup dans un sens et un petit peu dans l'autre. D'accord? Je m'engage à voir sur Internet, il y a une vidéo où je fais ça très bien, avec une chaise adaptée. Et on fait ça comme ça, on nage. Alors attendez, je me casse la figure. Bon. Tout ça va être sur Internet après, évidemment. La réputation du CEA va en souffrir. Voilà. Et donc on peut nager dans l'espace avec une forme un peu particulière, mais qui vous permet de vous orienter un peu. Donc vous voyez qu'on peut tourner sur soi-même sans pchit par des changements de configuration de la distribution de masse de son corps ou de l'objet en général, c'est son corps ou un objet. Il y a une autre solution qui est encore bien plus astucieuse.
une solution qui est encore bien plus astucieuse. Alors oui, j'ai pris des bouteilles pour que l'effet de masse, j'ai pris des bouteilles d'1 kilo, ça sera encore plus efficace. En les ramenant, la différence est encore plus grande. Il y a une idée bien plus astucieuse qui utilise les gyroscopes. Alors les gyroscopes, par exemple, c'est une roue de vélo qui tourne. Alors pour l'instant, le gars, là, il ne bouge pas, vous allez voir, ça va bouger. Donc le gars, il a dans ses mains une roue de vélo, et il a un petit dispositif qui est en dessous, là, l'espèce de truc noir, là, qui va tourner très vite et qui va lui permettre de lancer très rapidement la rotation de la roue de vélo. Elle va tourner sur elle-même très vite. Donc là, vous avez l'équivalent d'une toupie qui va tourner très vite. Il la tient par les deux manches comme ça, qui sont taillées pour que ça se passe bien. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Donc il lance la roue de vélo plein pot. Après, il va monter sur un siège tournant, un peu plus adapté que celui-ci parce qu'il n'a pas de fauteuil, il n'a pas de dossier du tout. Et regardez ce qui se passe. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Il ne fait qu'une chose, il a changé l'axe de rotation de la roue de vélo. Il ne fait que manipuler la roue de vélo. Et vous avez remarqué, il manip dans un sens, ça le fait tourner. Il manip dans l'autre sens, ça arrête la rotation. Il refait comme ça, il repart dans le sens opposé. Donc uniquement en manipulant un gyroscope, c'est comme ça qu'on appelle les choses, une roue de vélo, on appelle ça aussi une roue d'inertie, uniquement en lui faisant changer son axe de rotation, il arrive à déclencher une rotation sur un axe qui va être, en l'occurrence, perpendiculaire à l'axe de rotation du gyroscope, perpendiculaire à l'axe de rotation de la roue. Donc là, c'est l'autre façon qui est effectivement utilisée dans l'espace pour orienter les satellites, pour pointer un satellite vers une étoile, ou pour pointer, quand je dis pas pointer, mais pour orienter la Station spatiale internationale. On utilise ce qu'on appelle les actionneurs gyroscopiques. Là, ça fait des centaines de kilos, ça tourne à des milliers de tours par minute. Quand ce machin-là se met à bouger tout doucement, parce qu'il y a un moteur qui oblige l'axe de rotation de ce gros gyroscope à tourner, et bien toute la Station spatiale internationale se met à tourner d'une certaine façon. Il suffit d'avoir 3 axes de rotation différents pour pouvoir orienter la station sur 3 axes différents. Plus des redondances, parce que s'il y en a un qui tombe en panne, il faut quand même pouvoir continuer à l'orienter, donc il y a toujours plus qu'un objet fonctionnel dans l'espace pour compenser l'éventuelle panne d'un autre objet. Donc on peut tourner, là je ne le fais pas avec une roue de vélo parce qu'il faut un lanceur vraiment efficace avec une roue de vélo, on peut tourner sur une chaise, c'est spectaculaire, vous tournez la roue et vous avez vu le gars il tourne, il se met où il veut, là c'est sur un seul axe avec 3 gyroscopes, 3 axes. Alors, vous vous rappelez que dans l'histoire il y a des affaires de débris spatiaux. Les gens se prennent des débris plein pot, très rapides, qui nous disent à 30 000 km/h, qui est la bonne ordre de grandeur de la vitesse de déplacement des satellites ou des objets qui sont en orbite autour de la Terre. 30 000 km/h, c'est la bonne ordre de grandeur. Donc ils ont détecté un nuage de débris. Les débris dans l'espace, c'est vraiment un problème. Ça, c'est une véritable photo d'un morceau d'un radiateur de la navette. Il y a eu un trou de quelques millimètres à l'avant. Ça, c'est probablement causé par une écaille de peinture, un petit machin, un petit débris ou voire une micrométéorite, donc une petite chose qui fait un trou déjà beaucoup plus gros que la petite chose. Et en sortie, regardez, ça fait des trous, ça écorche bien le matériel parce que les vitesses relatives peuvent être très importantes. Les chocs ne se font pas comme dans les voitures où c'est déjà très dangereux à quelques dizaines de kilomètres par heure ou au pire une centaine. Là, les chocs se font à des milliers, voire des dizaines de milliers de kilomètres par heure. D'accord ? Si vous envoyez un camembert sur un tank, à très grande vitesse, vous pouvez éventuellement avoir des effets sur le tank. Très grande vitesse, ça veut dire 10 ou 20 ou 30 km par seconde, il va se passer quelque chose. Sinon, évidemment, il ne va pas se passer grand-chose à vitesse habituelle. Et donc là, ça fait des gros dégâts. C'est assez embêtant parce que là, ça peut être un radiateur qui va servir à la réfrigération de la navette. Pas de réfrigération, ça posait problème tout de suite. Enfin, voilà, il ne faut absolument pas. Ça peut être les communications, ça peut être le pare-brise, je veux dire, les hublots, enfin, etc. Ça peut être un astronaute dans sa combinaison qui est perforé par ça. Donc les débris, c'est un vrai problème. Voilà un peu, c'est une image, mais qui vous montre un peu une idée de la densité de débris en orbite basse autour de la Terre. Il y a des milliers de débris. Débris, ça veut dire des choses qu'on est capable de suivre depuis la Terre grâce aux radars qui sont spécialisés pour ça. Donc des objets qui font au moins 10 cm de taille. Il y a plein d'autres petits débris qui sont moins de 10 cm mais qu'on n'est pas capable de suivre dans le détail. Et puis, si on regarde les orbites géostationnaires, donc là, on est vraiment sur l'orbite à 30 000 km, 35 000 km, il y a aussi plein de débris. Tout ça, c'est des satellites qui ne fonctionnent plus, qui sont obsolètes, qui ont été détruits pour X raisons, qui sont tombés en panne, enfin, tout un tas de choses, des éléments de propulsion, de fusée, etc., qui sont là et qui gênent. Évidemment, qui gênent, parce qu'on estime maintenant qu'un satellite de télécommunication, il a une probabilité de 5% d'être détruit par un débris pendant sa durée de vie, qui est une petite dizaine d'années. Donc ça n'est pas négligeable. Regardez un peu cette courbe stupéfiante, on voit la progression du nombre de débris, c'est le total, cette courbe marron. Et là, regardez ici, il y a eu un saut énorme quand les Chinois ont décidé de montrer qu'ils étaient capables de dégommer des satellites avec des missiles envoyés depuis le sol. Donc ils ont pris un vieux satellite, ils ont tiré dessus, et d'un coup, pam, plein de débris. Les Américains ont dit, nous aussi, poum, plein de débris.
Et puis là, il y a eu alors, la plainte de débris ici. Et puis, excusez-moi, je me trompe, c'est ce débris-là. Et ce plein de débris ici, ça, c'est une collision rarissime qu'il y a eu entre deux satellites. Un satellite de la constellation Iridium, qui maintenant n'était plus fonctionnel, et puis un satellite Cosmos russe qui n'était plus fonctionnel non plus. Ils se sont collisionnés et paf, c'est reparti pour les débris. Donc regardez, avec ces trois affaires-là, en gros, le concours de C'est moi qui est la plus grande, et puis ça, c'est le truc voilà, le truc qui arrive, ça arrive une fois de temps en temps. Ben, d'un coup, on s'est pris, je ne sais pas, on est passé de 11 000 à 16 000 débris importants. Et ça pollue évidemment l'environnement terrestre, et les agences spatiales sont maintenant très ennuyées de tout ça et font attention à ce que les satellites soient, s'ils sont en orbite basse, désorbités vers la Terre, ils retombent vers la Terre et puis sont désintégrés dans l'atmosphère de la Terre. Et s'ils sont en orbite géostationnaire, on les met, c'est des orbites de parking, des orbites, dont on n'a pas besoin, de sorte qu'ils ne soient plus gênants. Dans le cas de Fenghu, là, du tir anti-satellite chinois, ça c'est en blanc, c'est l'orbite de la Station spatiale internationale, et en rouge, c'est toutes les orbites occupées par les débris. Alors qu'au début, il y avait une espèce d'orbite moyenne, on a une espèce d'orbite moyenne. Au début, il n'y avait aucun problème, la station et le satellite ne risquaient pas de se croiser. Puis après, il y a plein de débris, et là, évidemment, on rigole moins. Là, c'est pour montrer la distribution des débris, je ne vais pas passer 3 jours. Au début, il y avait le satellite avec sa période, 102 minutes de période orbitale, il tournait en 1h42 autour de la Terre. Et puis, tous les débris se sont répartis entre 90 minutes de période et 135 minutes de période. Entre 90 minutes et 135 minutes, il y avait toute une distribution. Et vous vous rappelez dans le film, qu'est-ce qu'ils disent ? Réglez votre chrono à 90 minutes. On dit, mais pourquoi 90 minutes ? Parce que dans 90 minutes, les débris vont revenir, en gros. Donc, il faut faire attention. Alors ça, on n'y croit pas du tout, pour plein de raisons. D'abord, parce que les débris, s'ils ont la même orbite que vous, ben, ils ne bougent pas par rapport à vous. Ils sont exactement sur la même orbite, donc ils ne sont pas dangereux. C'est plus un débris, c'est un truc qui traîne. D'ailleurs, pensez comment on vide les toilettes dans l'espace. Je dis ça parce que c'est particulièrement intéressant, mais si on veut se débarrasser d'un truc, on ne le pose pas à côté, quoi. Vous le posez là, ben, il reste là. Donc il faut réfléchir. Quand on veut se débarrasser d'un truc, il faut faire un effort. On va en voir tout à l'heure. Donc les débris, s'il est à côté de vous, s'il a la même orbite, c'est pas bien. S'il est l'orbite, mettons, perpendiculaire à la vôtre, parce que là, les plans orbitaux peuvent changer. Mettons qu'il est une orbite perpendiculaire à la vôtre, exactement le même rayon, donc la même période, 90 minutes, ou mettons 90 minutes. En fait, il va se couper. Il y a une orbite qui fait ça, et puis il y en a une autre qui fait ça. Ben, il va se couper 2 fois par période, donc à toutes les 45 minutes, pas toutes les 90 minutes. Et puis, 80 000 km/h, ça c'est la bonne nouvelle. On pourrait dire, 80 000, ça va être terrible. Eh bien non, 80 000 km/h, c'est plus vite que la vitesse de libération. Ça veut dire que les débris, ils s'en vont à l'infini, on ne les voit plus jamais. Super. On se les a pris une fois, on n'a pas rigolé, mais plus jamais on les verra. Donc ça, c'est assez tranquille. 80 000 km/h, ils ont voulu faire, j'imagine, fort, en disant, ouais, ça va être punchy, les nouveaux débris. Ben non, en fait, c'est super bien. Et on se demande comment ils sont passés de 30 000 km/h à 80 000 km/h. D'ailleurs, il y a eu on ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, il n'y a aucune raison qu'il revienne au bout de 90 minutes, parce qu'un débris, même qui vous a croisé une fois, le fois suivante, il a une orbite différente de la vôtre, donc une période différente, donc voilà, vous n'êtes plus là la fois suivante. Vous êtes un peu avant, un peu après, quand lui repasse. Donc il n'y a pas de problème particulier. Vous prenez une fois les débris, ça nous a mis plein la figure, mais après vous êtes tranquille. Je vois que j'ai déjà été très long. On va regarder un peu des séquences. Alors il y a celle-ci, quand ils arrivent en vue de la station spatiale. 2 minutes de séquence, avec le son, si on peut avoir le son. Parce que ça fera plus d'ambiance. Alors qu'est-ce qu'il voit ? Là, il voit la station très très bien représentée. Là, on voit le vaisseau Soyouz avec son parachute, il y a eu un problème. Et là, il fait pchit, vous voyez, c'est super. Elle est accrochée, Stone est accroché derrière, c'est très bien. Il la tire, il la tracte, d'accord ? Il avance par action-réaction et ça tracte Stone avec lui. Alors évidemment, elle va un peu plus vite, lui il freine, elle le rattrape, c'est un peu compliqué. Là, on voit très bien le soleil, parfait. Attention, ça arrive un peu vite, boum. Donc là, ils rentrent dedans. Alors évidemment, ils arrivent à une vitesse qui n'est pas négligeable, semble-t-il. Ils continuent, ils ont besoin de s'arrêter. Alors là, c'est bien le câble, ça pourrait les arrêter. Mais non, ils rebondissent, parce qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de friction. Donc ils rebondissent. La dissipation d'énergie, elle se fait que dans l'élasticité des scaphandres et des cosmonautes. Donc voilà, s'ils se cassent un bras, par exemple, ça dissipe de l'énergie. C'est pas souhaitable, mais voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc là, elle s'est accrochée, super. L'autre, milieu rentre dedans, mal vu. Après, alors là, c'est pas de chance. Paf, ça y est, ça se casse. Alors c'est une catastrophe, parce que maintenant, ils étaient accrochés, ils avaient une chance à 2 de faire le bola, de s'accrocher. Là, ça va très très mal. Alors il y a Stone qui a une chance insondable, qui va réussir à accrocher, enfin plutôt son pied va s'accrocher par hasard, dans une des lanières qui traînent du parachute du Soyouz qui s'est déclenché intempestivement. Ça, c'est vraiment un coup de peau. Elle est accrochée, ça fait un nœud, c'est super. Boum, c'est génial, sa vitesse s'arrête, elle est dissipée dans l'élasticité, mais elle part en rotation parce que la vitesse linéaire est dissipée dans l'élasticité du câble, mais il y avait le mouvement de rotation un petit peu qu'elle avait, et ça l'a fait tourner, très bien. Bon, l'autre arrive, il ne faut pas le rater, attention, il ne faut pas le rater, ça y est, c'est raté. Bon, alors vite, le câble, ouf, elle attrape le câble, paf, ça y est, c'est fini, là tout le monde est sauvé, c'est génial.
ça dissipe encore une fois l'énergie de mouvement de lui dans l'élasticité, ça défait un peu ça, tout va bien, et là c'est fini. Ils sont en apesanteur, normalement, en orbite, ils sont en vitesse nulle l'un par rapport à l'autre, elle a juste à tirer sur le câble et il vient. Ou lui, il a qu'à se tracter sur le câble et il vient. Et là, on a l'impression, c'est même plus qu'une impression, qu'il y a une force qui tire Kowalski vers l'arrière, qu'il y a une force qui tire Kowalski vers l'arrière, alors qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait de cette force-là. La seule force qui agit sur lui, c'est son poids qui le dirige vers la Terre, et comme il a une vitesse très grande, ben, il est lui-même aussi en orbite autour de la Terre. Donc là, elle le tire. En faisant ça, ça ne devrait pas décrocher son pied, ou de faire ça, et surtout, ça devrait le ramener vers lui. Action-réaction. Elle tire comme ça, donc le gars vient, elle recule, et le gars vient. Et donc là, cette position-là où le câble est tendu, normalement, il devrait être sauf. Donc c'est vraiment une mort bête, il n'a absolument pas besoin de faire ça. Il fallait se débarrasser de Clooney d'une façon ou d'une autre. Bon, mettons celle-là, mais il n'y a aucune raison. Ça, c'est vraiment une mort stupide. Il aurait ouvert son casque, c'était aussi stupide, quoi. Là, il n'a pas besoin de faire ça, il lâche, et quand il va lâcher, il lâche, et bien il reste sur place. Et là, il recule. Mais non, il n'y a pas de raison. Il n'a pas de raison de reculer, puisqu'il ne s'est pas poussé, il pouvait se pousser sur rien d'ailleurs, voilà. Donc ça, il n'aurait pas dû le faire, c'est vraiment une mort bête. Bon, il fallait s'en débarrasser, ok, il le valait bien, bon. Donc là, dans cette scène, vous voyez que c'est nécessaire de truander la physique, parce que, bon, bah voilà, il fallait qu'il meure et qu'il se sacrifie. Ça ne pouvait pas être une mort bête, genre Scrunch, il s'est pris, par exemple, il y a un des acteurs, enfin on le voit même pas longtemps, le Pakistanais, là, qui prend un truc, et à la fin, on voit sa tête avec le trou au milieu, parce qu'il s'est pris une météorite en pleine tronche, un débris. Et il y a un trou à la place de la tête, maintenant. Donc là, c'est pas très agréable à voir, mais là, le gars, il est mort direct. Bon, ben là, on lui a préféré une mort plus glorieuse, il s'est sacrifié. Alors, dans cette scène-là, on la voit aussi très bien, c'est sympa, parce qu'elle est en impesanteur, en plus d'être en petite culotte. Et elle se déplace, super, il y a des trucs qui flottent, là, la poignée qui est ici, là, pour faire des muscles. Elle se déplace, c'est comme ça que font les astronautes, ils se poussent sur les parois pour se propulser. Là, il y a une clé. Regardez, elle n'a pas remarqué ça, ça c'est dommage. Là, il y a un problème, là, il y a des flammes, là, ici. Il y a une fourchette, on peut demander à quoi ça sert ici, mais voilà. Et donc, ça c'est très bien, il y a de l'eau qui est là, très bien, des sphères d'eau, des gouttes d'eau sphériques, super bien fait, super bien fait. Même la flamme est super bien. Et la flamme, elle est super bien, parce que vous avez vu qu'elle n'avait pas une forme naturelle, cette flamme. Elle avait des formes un peu rondes, on va dire, un peu. Elles n'étaient pas comme nous, nos belles flammes étirées. D'accord ? Elles étaient comme ça, plutôt que comme ça. Elles étaient comme ça, un peu plus jaunes, plutôt que comme ça. Et ça résulte, quand on voit une flamme comme ça, on sait que celle-ci, elle est sur Terre, et on sait que celle-ci, si on sait que c'est une flamme, on sait qu'elle est en impesanteur. On sait que la gravité apparente est nulle. On sait qu'elle est en chute libre. Pourquoi ? Parce que sur Terre, l'air au voisinage de la flamme, ici, est chauffé par la flamme, évidemment. Et cet air chauffé, il est moins dense, et donc il va monter. Et en montant, il va affiner la flamme, d'abord, et lui donner cette forme-là qui résulte des mouvements d'air qui entourent la flamme. Et deuxièmement, eh bien, de l'air frais, au sens pas froid, de l'air frais, c'est-à-dire riche en dioxygène, va remplacer l'air qui a perdu son dioxygène dans la combustion ici avec la flamme, de sorte que eh bien, la flamme est alimentée en permanence et elle ne s'éteint pas bêtement. Si vous êtes en impesanteur, la gravité disparaît, enfin la gravité apparente disparaît, maintenant on est bien d'accord là-dessus, et du coup, le fait que l'air chaud monte parce qu'il est moins dense ne se produit plus, il n'y a plus ce qu'on appelle les mouvements de convection, ce qu'on appelle aussi la force d'Archimède, et puis la flamme, elle a une forme un peu bête, elle est bien plus jolie, la combustion est bien meilleure, et puis à un moment donné, elle a brûlé tout le dioxygène qui est autour d'elle, et boum, elle s'éteint. Vous allumez une flamme dans l'espace, vous n'avez même pas besoin de souffler le gâteau d'anniversaire, elle s'éteint toute seule au bout de quelques secondes, une dizaine ou une vingtaine de secondes. Sauf si c'est alimenté, alors la flamme qu'on voit dans le film avant, là, c'est la flamme qu'on a vue tout à l'heure, elle est alimentée par, il y a des souffleries, il y a des climatisations, il y a des mouvements d'air. D'accord ? Mais si l'air est statique, s'il n'y a rien qui vient perturber la flamme, eh bien l'oxygène, le dioxygène ne se renouvelle pas au voisinage de la flamme et elle s'éteint toute seule. Vous voyez que là, les flammes, elles continuent, elles ne s'éteignent pas toutes seules. D'abord, elles ne sont pas violettes, elles devraient être un peu plus violettes que comme ça. Et là, c'est un petit élément probablement de matière qui est incandescent. Et les flammes sont peut-être alimentées par les mouvements d'air dus à la climatisation, enfin, à tous les systèmes de ventilation. Il y a cette scène aussi qui est intéressante de poursuite orbitale. Vous vous rappelez que Stone, donc, il y a eu un problème dans la navette, elle va, avec Kowalski, elle rentre dans la Station spatiale internationale, après elle repart de la Station spatiale internationale avec un module Soyouz dont on voit une partie ici, pour aller viser la station chinoise Tiangong qui est ici, la station orbitale chinoise qui existe vraiment, qui est ici. Bon, inutile de vous dire que dans la réalité, ces stations, elles n'ont pas les mêmes altitudes, elles n'ont pas les mêmes plans orbitaux, enfin, il n'y a aucune chance de passer de l'une à l'autre comme elle le fait. Et même comme elle le fait, même si tout le monde était aux bons endroits tranquillement, ça serait compliqué, très compliqué. En tout cas, elle voit la station,
là-bas. On a l'impression dans le film qu'elle est sur la même orbite que la station. Elle la suit donc. Et puis elle dit, la station est là-bas. Comment je vais faire pour y arriver? Je mets un petit coup de réacteur. Ces réacteurs-là, ils existent vraiment sur les modules Soyouz. Ceux-là, on les voit très bien. Ça empêche, quand le module Soyouz descend, il est là, au bout de son parachute, juste avant d'arriver sur le sol. Pour le freiner encore avant d'arriver sur le sol, il y a des réacteurs qui se déclenchent pendant 3 secondes. Et boum, ça la pose, disons, plus calmement. Mais c'est quand même, ça secoue quand même, d'après les dires de ceux qui ont vraiment vécu ça. Donc, le module Soyouz se pose. Donc ces modules-là, ces propulseurs-là, ils existent vraiment. Alors, est-ce que c'est possible dans l'espace? Vous savez, c'est comme les poursuites de bandits. Vous êtes dans votre voiture de gentils, les bandits sont là-bas, dans une autre voiture de bandits. Et vous les voyez là-bas au loin sur l'autoroute. Qu'est-ce que vous faites? Vous accélérez à mort pour les rattraper. Enfin, si vous êtes courageux, vous accélérez à mort pour les rattraper. Vous essayez d'aller plus vite que les bandits, de sorte que vous les rattrapiez, et puis après, près des bandits, vous vous en occupez. Bon. Là, on a l'impression que c'est ce qu'elle fait. Elle veut poursuivre la station spatiale chinoise, elle met ses réacteurs en marche, pas très longtemps, c'est des petits réacteurs d'appoint, c'est pas du tout fait pour propulser, mais elle les utilise quand même pour rattraper, pour être plus rapide, pense-t-elle, que la station chinoise est là rattrapée. Fatale erreur. Ne jamais faire ça dans l'espace si on veut rattraper quelqu'un. Parce que quand vous fixez un rendez-vous, d'abord vous dites à l'amphi de l'INSTN le 2 janvier à 20h. Bon, fixez le lieu et l'heure. Quand vous poursuivez les bandits, il y a un détail supplémentaire qui est important. C'est que le lieu, c'est les bandits, mais c'est un lieu qui se déplace. Et l'heure, c'est dès que je peux. Donc j'essaie d'aller plus vite que les bandits pour rattraper et me retrouver près d'eux. Mais une fois que vous êtes à la même vitesse, aussi vite que les bandits, une fois que vous avez plutôt, rattrapé les bandits, vous faites quoi? Vous êtes à côté d'eux. Vous ne continuez pas d'accélérer, sinon quoi? Vous les dépassez. Puis voilà, les bandits sont derrière vous, super. Vous avez gagné la course. Ce n'est pas une course, c'était rattraper les bandits. Donc vous ralentissez, vous mettez près des bandits, puis vous donnez des coups de voiture, enfin comme moi dans les films. Soit ce que vous voulez. Vous pouvez sortir votre pistolet, vous pouvez leur faire coucou, faites ce qu'on veut. Mais vous les avez rattrapés et vous vous arrangez pour que votre vitesse soit la même que celle des bandits. Autrement dit, pour être à la même vitesse. Donc quand on se donne un rendez-vous habituellement entre humains, on oublie une chose très importante, le jour, l'heure, et on oublie de préciser que la vitesse relative doit être nulle. Parce que si vous passez dans l'amphi, vous rentrez et vous sortez de l'autre côté à 100 km/h, vous serez au bon endroit à la bonne heure, mais pas à la bonne vitesse. Et du coup, vous ne resterez pas longtemps au bon endroit à la bonne heure. D'accord ? Donc c'est important, et dans l'espace, ça a toute son importance. On a les poursuites de bandits aussi, c'est au même endroit, au même temps, et avec la même vitesse. Donc là, les deux objets sont sur des orbites qui sont, on a l'impression dans le film qu'ils sont sur la même orbite, donc ils ont la même vitesse. L'orbite, la vitesse orbitale ne dépend que de l'altitude. Donc ils sont à la même altitude, ils ont la même vitesse. Ils tournent l'un derrière l'autre sans jamais se rattraper. Elle pousse le réacteur comme ça, elle se donne de l'énergie comme ça en se poussant. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien voilà l'orbite verte, c'était l'orbite de la station, l'orbite de Stone avec son truc. Elle se pousse comme ça d'un coup, la station était par ici, et elle va faire une trajectoire qui va l'écarter de sa trajectoire d'origine. Elle va partir pour faire cette trajectoire qu'on appelle elliptique, qui n'est plus un cercle. Elle va faire un grand mouvement comme ça, pendant que la station va continuer à tourner envers. Si elle se pousse comme ça, elle va monter, elle va changer d'orbite. Elle va changer d'orbite et monter d'altitude. À l'inverse, si elle se poussait dans le sens inverse, elle ferait une trajectoire qui serait à l'intérieur. Cette fois-ci, ce serait une ellipse, alors elle ne va pas aller jusque là-haut, ce serait une trajectoire qui serait comme ça, qui va être elliptique aussi, mais à l'intérieur. Et elle va cette fois-ci descendre par rapport à la station qu'elle poursuit. Donc, se propulser aux fesses pour dire ça va augmenter ma vitesse, c'est une grave erreur en orbite autour de la Terre. Si on se pousse aux fesses avec un réacteur, on va gagner de l'énergie, ça veut dire monter d'orbite. Si on se freine, si on se pousse, on avance par là et on se pousse dans le sens opposé, on va perdre de l'énergie et on va descendre d'orbite. C'est comme ça d'ailleurs qu'on désorbite. Le vaisseau, il se pousse dans le mauvais sens pour tomber. Regardez ce qui se passe quand on veut se séparer une poubelle spatiale. Donc c'était un vaisseau qui a amené un cargo Cygnus, qui a amené de la nourriture, plein de trucs pour les passagers de la Station spatiale internationale. Après, on le remplit de tous les déchets, de toutes les choses dont on veut se débarrasser, et on le désorbite. Et regardez comment ça commence. Regardez bien ce qu'il va faire, il est là. Et regardez ce qu'il fait. Il monte, la station est là, il monte par rapport à la station. Il monte par rapport à la station. Alors là, on se dit, ouais, c'est débile, s'il monte, il va faire une orbite qui va l'amener haut, il va revenir, et c'est foutu, il ne va pas tomber sur la Terre. Alors il y a une astuce, regardez bien, il faut bien regarder, hein, c'est assez subtil. Avant de lâcher, regardez bien, hop, vous avez vu, il a légèrement incliné. La poussée, elle ne se fait pas dans le sens de la trajectoire,
Là, il faut être subtil. Hein. Pour dire, c'est pour les jeunes, hein, il faut avoir l'œil. Donc ça veut dire qu'il faut être attentif tout le temps dans la vie, particulièrement en sciences. Au lieu de le pousser comme ça, il l'a poussé un peu, j'exagère, il l'a poussé comme ça. Il l'a poussé comme ça, il l'a propulsé, il l'a envoyé comme ça. De sorte qu'il ait une orbite qui va lui faire arriver plus bas, et chaque fois qu'il arrive plus bas, eh ben, il descend, à cause des frictions contre la toute petite résiduelle atmosphère qui est là-haut à haute altitude. Il y en a quand même un petit peu à cette altitude-là d'atmosphère, un tout petit peu. Et donc ça permet au vaisseau de frotter sur l'atmosphère, de descendre. Chaque fois qu'il faut un tour, il frotte un peu, il frotte un petit peu plus. Chaque fois très faiblement, mais au fil des orbites, ils finissent par retomber sur la Terre. Alors, je vais montrer cette séquence-là parce qu'elle est quand même marrante. Je vais montrer la dernière séquence, là. Là, cette fois-ci, c'est Stone qui est dans le Soyouz. Elle a rattrapé la station chinoise. Son plan a marché, même si il n'y a aucune chance que ça marche comme ça. Elle va ouvrir la porte. Donc, elle a son scaphandre. Ça, il faut faire attention. Quand on ouvre la porte, il faut avoir son scaphandre, sinon l'air s'en va, évidemment. Jamais aérer on ne met pas le linge aux fenêtres, enfin, c'est trivial, mais on ne met pas le linge aux fenêtres dans la station spatiale. Donc elle regarde, elle voit la station chinoise qui approche, et là, elle a amené avec elle un truc super, donc elle va d'abord elle prépare la sortie, elle récupère, ça c'est super, bonne idée, un extincteur. Il y a des extincteurs, hein, il peut y avoir des incendies. La station Mir, il y a des incendies à l'intérieur. D'ailleurs, ils ne rigolaient pas. Les gars à l'intérieur, ils ne rigolaient pas du tout. L'incendie, c'est vraiment un problème dans les stations, et si ça se déclenche. Et donc la station chinoise est là, elle va ouvrir la porte, elle va être poussée par la pression qui est dans son module, il y a une pression à peu près la pression atmosphérique, mettons, donc ça va la pousser fortement à l'extérieur, donc elle a intérêt à bien viser sinon elle part n'importe où, et avec l'extincteur, qui en appuyant sur la poire de l'extincteur, la poignée de l'extincteur, ça fait une propulsion, c'est du gaz qui sort, c'est le pchit de tout à l'heure, elle va s'orienter, vous voyez, elle part chaque fois en direction opposée, ça c'est plutôt pas mal, voilà, elle a fini par trouver le bon coup, là elle s'est ralentie, maintenant elle va partir dans l'autre sens pour aller rejoindre la station. Alors ça c'est pas mal. D'abord, ce n'est pas nouveau. Ceux qui ont vu Wall-E, il y en a qui ont vu Wall-E dans la salle, il fait pareil. Hein, bon. Donc, ce n'est pas nouveau. Deuxièmement, c'est extrêmement risqué. Enfin, il faut vraiment être sûr de mourir pour tenter le coup. Enfin, si vous ne faites pas ça, vous êtes mort, alors vous essayez, mais vous êtes mort quand même. Parce que, en pratique, pour se guider avec un extincteur, ce n'est pas facile. Parce que, vous avez vu tout à l'heure, si on ne pousse pas du bon côté, non seulement on est en translation, mais on est aussi en rotation, comme la fusée de Tintin. Et pour se pousser de bonne façon, il faut qu'elle applique la poussée sur son centre de gravité. De elle, plus le scaphandre, plus l'extincteur. Si la poussée ne se fait pas sur le centre de gravité, elle va tourner. Ça, c'est très très bien, ça. Vous avez vu ce qu'elle a fait? Elle a balancé comme ça, et donc elle est partie de l'autre côté. Excellent geste. Voilà, elle a réussi, super, je suis content pour elle, mais ce n'était pas facile, ce n'était pas gagné d'avance. Donc ça, avec l'extincteur, c'est dans le principe jouable. En pratique, bon, c'est éminemment compliqué, vous imaginez bien, pour ne pas dire impossible ou quasi impossible, tant il faut ajuster les poussées pour rattraper, pour être à la bonne vitesse relative par rapport à la station, c'est-à-dire à vitesse relative nulle, parce que dès que vous avez une petite vitesse, ben, vous la dépassez, vous ne pouvez plus vous freiner, enfin, vous êtes embêté. Et en plus de ça, il faut appliquer le jet dans la bonne direction. Et là, comme les avironneurs, quand on pousse comme ça, quand le jet de l'extincteur part par là, elle part en sens opposé. Donc elle a deux problèmes. D'abord de pousser avec la bonne intensité, et ensuite de pousser dans la bonne direction, et parfois il va falloir se retourner. Et comment elle fait pour se retourner? Vas-y, enfin bon, c'est compliqué. Bref, c'est pas super réaliste cette scène-là. Elle arrive à rentrer, et après on va finir avec ça. Elle arrive sur Terre, là elle est dans la station. Pourquoi? Alors remarquez un truc quand même marrant, là vous voyez qu'elle est dans son siège, là. Elle n'est pas en train de flotter dans la capsule. Pourquoi? Jeune homme. N'importe quelle réponse est acceptable, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est juste des réponses et puis on discute. T'as une idée? Alors oui, elle revient proche de la Terre, on pourrait dire que la gravité de la Terre se fait sentir, mais elle se faisait sentir aussi quand elle était en orbite. Là, ce qui se passe, c'est qu'elle est dans l'air de la Terre, en train de rentrer dans l'atmosphère de la Terre, à très grande vitesse, et l'atmosphère de la Terre va frotter de manière très énergique sur la capsule au point de l'échauffer. On va le voir tout à l'heure, mais ça l'échauffe considérablement, à une température de l'ordre de 1500 à 2000 degrés Celsius. Et donc, cette friction, c'est une force que subit la capsule et qui va créer dans la capsule, comme dans Tintin, une pesanteur artificielle parce qu'elle est décélérée par les forces de friction. Donc, elle est plaquée dans son siège, elle est dans son siège parce qu'elle subit une gravité artificielle due aux forces de friction. Donc, ça secoue en plus parce que, évidemment, l'air s'écoule. Alors, regardez ça, là. Vous voyez ça? Bon, la sangle, là, elle flotte dans l'air, par contre. Elle n'est pas plaquée par la pesanteur artificielle. Alors qu'elle, elle est là, ça rigole pas. Elle est vraiment dans son siège, c'est dur, quoi. Et là, ça flotte. Bon, pour l'instant, c'est assez discret. Alors, il va venir un moment quand même beaucoup moins discret. Ah, voilà.
Regardez qui arrive là, le casque. Au bon moment, le casque arrive et il flotte, lui. Alors là, c'est un gros casque qui flotte. Ça, c'est pas bon. S'il y a une pesanteur artificielle due à la friction, donc due à la décélération imposée par la friction atmosphérique, le casque, il est comme tout le monde, il est dans la pesanteur artificielle du vaisseau. Et donc, il doit tomber vers le bas, dans la direction imposée par cette décélération. Donc, elle récupère son casque. On se dit, bon, d'accord, tout va bien. Vous voyez que ça, c'est de la post-production, ça coûte cher à faire ça, en effets spéciaux. On peut leur faire économiser de l'argent sur ce coup. Alors là, ils rentrent dans l'atmosphère, ça c'est très bien fait. La friction atmosphérique est si intense que ça échauffe la carlingue du vaisseau, ça l'échauffe et ça la rend rougeoyante. La température, c'est de l'ordre de 1500. Alors ça tourne, il faut discuter toutes les instabilités aérodynamiques, hydrodynamiques autour de ça, on n'en discute pas, c'est trop compliqué. Ça rentre, ça chauffe, il y a plein de débris qui tombent. Là, c'est la station, c'est les modules chinois, donc tout est écrit en chinois, je peux vous rappeler, c'est écrit en chinois. Elle essaie d'appuyer sur un bouton, c'est super dur, parce qu'évidemment, elle est plaquée dans le fond. Là. Ah, c'est dur. Il y a une gravité importante. Ah, c'est super dur. Donc, il y a bien de la gravité, on est bien d'accord, quoi. Donc, voilà, c'est normal, c'est très fortement décéléré. Là, c'est la rôtissoire, c'est pas très cool. Ça pourrait mal se finir si ça s'arrêtait pas rapidement. On voit d'ailleurs ici, ça chauffe très bien, ça, les gens le voient. Regardez le stylo, là. Ça, c'est pas bien, ça. C'est un petit détail, mais c'est énervant, ce stylo. Bon. Et il rentre dans l'atmosphère, ça s'est très bien fait. Regardez comment ça rentre, ça s'est joliment fait. On n'a jamais fait ça en vrai, enfin, d'aussi près en vrai, on ne l'a jamais vu. Ça, vous voyez, ça rentre très bien. Bon, il y a lui qui rattrape lui, on peut discuter. Hein, mais... Bon, il tombe. Normalement, comme il est plus petit, il a un poids. Enfin bref, je ne rentre pas dans les détails, il ne devrait pas être rattrapé. Bon, il y a des problèmes, ça fume. Regardez comment ça se passe dans la vraie vie. Ça, c'est la rentrée du vaisseau Sinus qu'on a vu tout à l'heure départir. On a vu ça rentrer, voilà, c'est très bien fait. Enfin, c'est exactement ça qu'on voit. Plein de petits morceaux, ça se désagrège en plein de petits morceaux qui arrivent et qui sont chauffés, qui s'évaporent, fondus. Bref, c'est plus que des petits débris qui arrivent au sol. Donc, on peut désorbiter comme ça des tonnes de matériel. Et c'est détruit dans l'atmosphère de la Terre à cause de la grande vitesse de rentrée. La vitesse de rentrée, c'est la vitesse orbitale à peu près. Donc, c'est pratiquement, mettons, 28 000 km/h. Et à cette grande vitesse-là, même dans l'atmosphère résiduelle à quelques centaines de kilomètres, et a fortiori dans l'atmosphère à plus basse altitude, les morceaux sont complètement désintégrés. Bon, je vais m'arrêter là pour ne pas vous épuiser définitivement. La station spatiale, elle est toujours là. C'est une vraie photo de la station spatiale. Ils ont fait exactement la vraie station spatiale. Donc l'ISS est toujours là, mais on ne sait toujours pas comment la désorbiter. Il y a 400 tonnes, et il va falloir bien faire quelque chose quand on décidera de plus l'occuper. Il y a 400 tonnes, il y a à peu près 3 personnes en permanence dans la station spatiale. Il faudra bien en faire quelque chose. Vous ne laissez pas tomber 400 tonnes dans l'atmosphère sans qu'il se passe quelque chose. Tous les morceaux, il y a des morceaux qui arriveront entiers, donc il va falloir réfléchir un petit peu. Bon, ils vont faire ça tranquillement. Pour l'instant, elle sert. Et je vous rappelle, mais vous le savez peut-être déjà, que dans un an, enfin un peu plus d'un an maintenant, en novembre 2016, il y a un Français qui va partir pour la Station spatiale internationale, il s'appelle Thomas Pesquet. Suivez-le sur Twitter, suivez-le dans toutes ses aventures, il raconte tout ça. C'est vraiment un truc de fou. Enfin, moi, j'aimerais bien être à sa place, mais bon, c'est trop tard pour moi. Merci de votre attention. Merci aux jeunes que j'espère que je n'ai pas trop épuisé. J'ai dit des trucs difficiles des fois, hein, je suis d'accord, c'était difficile. Et merci à vous de votre attention. Bon, Roland. Il y a peut-être des questions. Oui, on va prendre quelques questions. Déjà, ils peuvent. Voilà, non, mais on va prendre quelques questions dans la salle. Je vais peut-être épargner mes propres questions parce qu'on a pris un petit peu de retard, donc je vais peut-être directement vous passer la parole. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que il y a un jeune homme là avec une tout de question. suite déjà. Attends, prenez le micro. On va te passer le micro. Bien. Tout à l'heure, on a pris sans micro, mais ça sera peut-être mieux pour l'enregistrement. Il y a la vitesse que utilisent les satellites pour rester en orbite, oui. Et il y a aussi la vitesse de libération. Oui. Mais entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Entre les deux, vous avez des orbites variées. Si vous avez ce qui va compter, c'est selon la vitesse que vous choisissez. Une vitesse plus grande, ça vous obligera à être en orbite plus basse. Une vitesse plus petite, ça sera en orbite plus excentrique, plus élevée. Vous aurez un maximum d'altitude qui va être plus élevé. Selon la façon dont vous choisissez votre vitesse, en fait, plus précisément, selon la façon dont vous choisissez votre énergie totale, vous aurez une orbite donnée. Et donc ça dépend de la façon dont votre fusée vous l'envoyez, à quelle vitesse vous l'envoyez, comment vous l'inclinez, comment vous donnez de la vitesse. Parce que vous pouvez donner de la vitesse comme ça, verticale, si j'ose dire, radialement par rapport au rayon de la Terre, le long du rayon de la Terre, ou un peu sur le côté, ou franchement perpendiculairement au rayon de la Terre. Donc selon les choix que vous faites, vous allez avoir des orbites différentes. Et c'est toute la
la façon dont vous envoyez votre fusée va décider l'orbite que vous choisissez. Et dès que vous avez une vitesse supérieure à la vitesse de libération, vous avez la possibilité de vous en aller à l'infini de la Terre, de vous éloigner indéfiniment de la Terre. À juste la vitesse de libération, vous aurez une vitesse qui s'appellera parabolique, et au-delà, vous aurez une orbite qu'on appellera hyperbolique. Et sinon, c'est une orbite qu'on appelle elliptique. Et le cas simple, le cercle. Donc voilà, il y a toute une gamme de vitesses qu'on peut choisir. Il faut une vitesse minimum, et il y a une vitesse maximum au-delà de laquelle vous partez à l'infini. Entre les deux, faites ce que vous voulez, il y aura des orbites variées selon vos choix. Vos choix et votre direction. Ce n'est pas juste la valeur de la vitesse, c'est aussi la façon dont elle est orientée. Dans le film, justement, quand Ryan Stone, à un moment, est perdu dans l'espace, cette séquence un peu fascinante, si George Clooney n'était pas allé la chercher, C'était fini pour elle. C'est-à-dire, elle partait ou elle restait en Elle avait orbite? sa vitesse et sa rotation qui a été donnée par le choc, elle était accrochée, il s'est passé des trucs. Elle était partie dans une certaine direction avec une certaine vitesse, avec sa rotation. Alors, deux choses. Soit elle a une vitesse qui était la vitesse qu'elle avait déjà, celle de l'orbite. Elle était en orbite déjà avec la station spatiale, avec la navette spatiale. Et la vitesse qu'elle a gagnée avec ça, si la somme de ces deux vitesses fait qu'elle peut s'éloigner à l'infini, adieu, elle s'éloigne à l'infini. Si la somme des deux fait qu'elle reste en orbite, elle a une nouvelle orbite différente de l'orbite qu'elle avait quand elle était avec la navette spatiale. Elle a une autre orbite différente, et voilà, elle va tourner en orbite tout le temps. Et donc elle mourra en orbite, et elle restera tout le temps là-bas. On pourra aller la chercher plus tard. Et elle tournera sur elle-même tout le temps aussi. Jeune homme ? Là, on voit que sur les SS, je pense que c'est des panneaux solaires. Oui. Ouais, et ben on voit qu'ils sont inclinés. Est-ce que, à un moment, si on doit les tourner pour une raison quelconque, qu'est-ce qui se passera ? Est-ce qu'il y aura un mouvement ou bien s'ils n'étaient pas éclairés par le soleil, évidemment, si on les tournait dos au soleil, d'une certaine façon, eh bien, ce serait embêtant, parce que du coup, l'énergie lumineuse ne serait plus absorbée par les panneaux, ça ne produirait plus d'électricité, ça serait très fâcheux pour la station. Tu vois que la surface des panneaux, je n'ai plus la valeur, mais c'est énorme, hein, c'est une très grande surface de panneaux solaires. Donc ce qu'il faut, c'est que la station orbitale, la station spatiale, elle tourne autour de la Terre, et donc il faut s'arranger pour que les panneaux, il y ait toujours suffisamment de bien éclairés. Donc ils sont un peu orientables, et c'est aussi pour ça que la station, elle change d'attitude pour orienter. Soit tu tournes le panneau un petit peu, mais tu ne peux pas le faire tourner comme tu veux. Donc des fois, tu utilises le mouvement complet de la station pour bien l'orienter vis-à-vis des rayons du soleil. Il y a tous ces panneaux, ils ne sont pas tous au maximum de leur opération, de leur capacité à chaque instant, parce qu'il y en a qui sont un peu moins bien orientés, etc. La station spatiale, il y a des moments où son orbite, elle voit toujours le soleil. Puis il y a des moments où elle passe dans l'ombre de la Terre. Quand elle passe dans l'ombre de la Terre, ça ne dure pas longtemps. Hein. L'orbite dure de l'ordre de 90 minutes. Donc, elle passe quelques minutes dans l'ombre de la Terre, donc c'est pas gênant. Elle a des batteries, elle a tout ce qu'il faut. Mais il faut gérer ça, hein. L'éclairement, il est important. Les panneaux, c'est pas, là, on les met comme on veut, puis la vie est belle, quoi. Il faut s'assurer qu'ils soient toujours à peu près orientés vers le soleil. Absolument. Il y a une dame tout là-haut, ou un jeune homme là. On vous a roulé. Il y a un jeune homme là, qui est à la... Moi, j'ai une... Après... On va prendre d'abord et après on va prendre... c'est peut-être pas une question d'ordre physique, mais dans la dernière scène, dans le dernier extrait vidéo, je pense juste qu'elle a été attachée à son siège. C'est possible, mais pas certain. Parce que ça me paraît pas évident, moi. Mais oui, mais quand le vaisseau tourne... Regarde là. Oui, mais elle pourrait, mais là, regarde la courroie, là. Enfin, moi, je la vois bien sur le camp. La courroie, là, elle passe derrière elle, j'ai l'impression. Tu vois, elle n'a pas de courroie qui passe devant elle, tu vois. Ouais. Mais à la taille, peut-être. Ah oui, mais à ce moment-là, c'est pas bon. En général, c'est pas la taille qu'ils ont. C'est un truc en croix, hein, avec un gros machin qui fait clic au milieu. D'accord. Non, mais tu as parfaitement raison. Ta remarque, il n'y a rien à dire. J'ai mis une hypothèse. Ça pourrait être une explication possible. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc tu as eu raison, c'est parfait. Mais on peut regarder, tu vois, c'est ça aussi la science, c'est de faire des propositions. Tu dis, ah, il a dit ça. Ah, mais moi, je pense que c'est ça. Et on discute. Et se tromper, c'est pas une erreur. Se tromper, ça fait partie de la discussion. Si les scientifiques ne disaient que des choses vraies, ça se saurait, quoi. En fait, ils ont l'impression de dire que des choses vraies. Parce qu'à fond, ils ont dit tellement de conneries dans le giron des laboratoires entre eux, qu'après, ils peuvent dire le truc vrai qui a émergé des discussions, du travail, etc. Tu vois, donc, il n'y a pas de problème, a priori, de dire un truc qui a l'air pas bon. On discute. Et si tu avais vu ça, ah ben, je t'aurais dit, ah oui, t'as raison. Bah, t'as raison. Et puis c'est tout. Et j'avais tort. Tu vois ? Oui, moi j'ai une question. Là, oui. Ici, je suis là. Ah, il y a la dame. Attendez, attendez, monsieur. Oui. Cette dame avait demandé la parole juste avant, après on vous prend. Merci. Madame. Comment fonctionne l'orbite géostationnaire ? Mais l'orbite géostationnaire, c'est comme les autres orbites, si j'ose dire. Elle a une particularité, pour ça qu'on la singularise, c'est que la période de rotation d'un satellite sur cette orbite,
de rotation autour de la Terre est égale à la période de rotation de la Terre sur elle-même. Alors quand vous avez un satellite qui tourne, par exemple, la station spatiale à peu près 80 minutes autour de la Terre, et que la Terre fait un tour en 24 heures, la Terre tourne doucement, le satellite fait plein de tours pendant que la Terre tourne sous elle, sous lui, sous la station. Quand c'est un satellite géostationnaire, il tourne exactement au même rythme. Et donc, bon, il y aurait des subtilités, mais en gros, imaginons qu'il soit au-dessus de l'équateur, pour simplifier, sur une orbite circulaire qui est dans le plan de l'équateur, et bien, il va être toujours au-dessus du même point de l'équateur. Toujours. L'intérêt de l'orbite géostationnaire, c'est que comme vous êtes toujours au-dessus du même point de la Terre, les gens de la Terre, ils veulent satellite toujours dans la même direction. Et donc là, si vous mettez une antenne de télé, de radio, de ce que vous voulez sur le satellite, il peut arroser un hémisphère de la Terre sans jamais bouger par rapport aux gens de la Terre. Au niveau de la vitesse, ça veut dire quoi? Il est J'ai aucune idée de la vitesse en valeur. Écoutez, je n'ai pas le chiffre en tête. C'est une vitesse orbitale qui est plus faible parce qu'on est plus haut. Plus on est loin de la Terre, plus la vitesse orbitale est faible. Donc ils sont plus hauts, en fait. Ils sont plus hauts. Ils sont à 35 000 km, 36 000 km d'altitude. D'altitude, et il faut compter du centre de la Terre, il faut rajouter le rayon de la Terre, 6300, 6400 km. Donc l'orbite géostationnaire, c'est un auteur de science-fiction qui s'appelle Arthur Clarke, qui a eu l'idée, ça continue là, c'est incroyable, qui a eu l'idée de, enfin voici, on va le laisser parce qu'on va voir le parachute, qui a eu l'idée d'utiliser, de proposer en 1945, Arthur Clarke, c'est l'auteur de la nouvelle qui s'appelle La Sentinelle, qui a donné le film 2001, l'Odyssée de l'espace. Et Arthur Clarke a eu l'idée en 1945, il a publié un texte en disant « Ah oui, l'orbite géostationnaire, ce serait pas mal. Si on émettait des antennes radio, on pourrait faire un réseau de communication mondial très aisé en mettant 3-4 satellites et ils discuteraient chacun avec un morceau de la Terre et puis ils discuteraient entre eux et du coup on pourrait faire un super réseau de communication par satellite. 1945. Et puis ça s'est fait plus tard. Mais ça s'est fait. Et monsieur ? Oui, monsieur. Moi j'ai une question. Alors si accélérer ça sert à rien et freiner ça sert à rien, comment on rattrape le vaisseau Il faut accélérer ou freiner, il faut faire la bonne impulsion dans la bonne direction. Là, j'ai fait l'impulsion qu'on donne, on a l'impression qu'elle est alignée avec le vaisseau qui est devant. Donc elle est sur le même cercle, imaginez sur le même cercle, elle tourne exactement en même temps. Derrière l'autre, c'est compliqué à faire ça. Derrière le truc, pour garder les mains dans le même ordre, pas pour les croiser. Donc elle tourne comme ça, toujours derrière. Essayez de faire, c'est pas... Et elle veut le rattraper. Alors si elle se pousse tangentiellement au cercle, elle va monter, elle va faire une orbite elliptique. Si elle se freine, quand je dis freine, c'est-à-dire si elle se propulse tangentiellement, mais contrasens du mouvement de rotation, elle va descendre. Donc il faut qu'elle donne une impulsion aussi perpendiculaire au cercle, enfin perpendiculaire ou dans le sens du rayon du cercle, voilà, dans le sens radial. Il faut faire les deux à la fois. Alors je me rappelle avoir passé une quinzaine de jours de mon mois de juillet de 2014, de l'année dernière, où je me suis amusé à recalculer ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ça ? Alors ça se calcule, en imaginant que c'est pas trop loin, donc on peut faire un calcul perturbatif, je dis ça pour ceux qui comprennent le mot, et puis se rendre compte que voilà, il faut trouver la bonne direction, on dit le bon delta V, le bon incrément de vitesse, pour qu'elle atteigne la station. Ça va dépendre du temps dont vous disposez. Si vous voulez y aller en 10 minutes, il faut un incrément de vitesse qui est de l'ordre de 100 mètres par seconde et qui est à la fois tangentiel et radial. Il faut vraiment utiliser les deux composantes, pas seulement se freiner sur la composante tangentielle, il faut faire les deux à la fois. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous la rattrapez, mais pas à la bonne vitesse. Donc il faut refaire un incrément de vitesse pour se mettre à la bonne vitesse relative. Donc il faut en faire deux, en fait. Là, on n'en voit qu'un seul. Il faut faire toujours deux incréments de vitesse. Quand on va sur les orbites que j'ai montrées tout à l'heure, je peux y revenir quand même dans une autre situation, elles sont intéressantes. Exactement. Enfin, Rosetta, il faut des manœuvres dans ce genre-là. En fait, là, si le vert, c'est l'orbite de la Terre et rouge, c'est l'orbite de Mars, le vaisseau, il part de la Terre, il se pousse aux fesses, paf! Et après, il fait ce grand mouvement-là. Il se débrouille pour qu'au bout d'une demi-orbite, quand il arrive ici, ça tombe bien, il y a aussi Mars. Donc on a choisi le moment du départ ici, de sorte qu'on arrive bien au moment où il y a Mars ici. Et puis c'est pas suffisant. Vous êtes près de Mars. Si vous ne faites rien, vous continuez comme ça. Et vous avez raté Mars. Vous avez vu, il y a Mars, et merde, on repart. Donc là, il faut refaire une impulsion de vitesse pour vous mettre à la bonne vitesse. C'est ce qu'a fait la sonde Rosetta. Quand elle est arrivée près de la comète, il fallait qu'elle se mette à la bonne vitesse relative, nulle, pour être en orbite autour de la comète. Bon, en plus, elle a une orbite très compliquée, la comète elle a une gravité très faible, donc Rosetta, c'est particulièrement subtil. Mais pour Mars, c'est du gâteau, quoi. Il faut freiner au bon moment, et vous êtes en orbite autour de Mars. Bon, après, il ne faut pas s'écraser sur Mars, après, c'est compliqué quand même, mais il faut faire deux impulsions, en fait. D'accord ? Donc ça s'appelle les orbites de Hohmann. C'est les orbites les plus économes en énergie. Donc c'est celles qu'on utilise pour aller sur Mars, par exemple, pour ne pas emmener trop de carburant. Mais du coup, si vous vous autorisez à faire des propulsions qui partiraient par là, avec une orientation qui n'est pas que tangente au cercle, alors vous pouvez faire plein d'orbites subtiles et voilà. Même changer le plan orbital. Ça, changer le plan orbital, c'est compliqué aussi. Il faut faire tout ce qu'on veut. Mais après,
il faut sortir l'énergie, quoi. Il faut sortir la coco sous forme de carburant et pousser dans la bonne direction, pendant la bonne durée. Enfin, c'est toute une subtilité. Ça s'appelle l'orbitographie et il y a des gens très très forts là-dedans, quoi. Bonjour, je suis dans la salle annexe. Bonjour, je suis dans la salle annexe. Ah oui, c'est dans la salle annexe. Oui. Je vous entends, monsieur. Oui. On a vu dans le film que l'orbite est polaire. L'orbite de la station est polaire. Dans le film, on la voit orbite polaire. Oui. Ou vous l'avez montré avant, je ne sais plus. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire comme ça. C'est possible. Alors là, j'avoue que je n'ai pas regardé suffisamment attentivement. Alors je suppose que c'est pour que les panneaux solaires soient exposés au soleil en permanence. Alors les orbites polaires, il faut remarquer que les inclinaisons orbitales ne sont pas indépendantes de l'endroit d'où vous envoyez votre fusée. On envoie des satellites en orbite polaire de n'importe où sur Terre, ça coûte une énergie considérable, et parfois on le fait parce qu'il y a besoin que l'orbite soit polaire. Mais si on n'a pas envie de consommer trop d'énergie, on fait l'orbite la plus adaptée à ce qu'on veut faire. C'est pour ça que les satellites russes ont des plans orbitaux qui sont tous groupés entre eux à peu près, et différents du plan orbitaux des satellites américains, et lui-même différent des plans orbitaux qu'ont les satellites envoyés par l'Europe ou la France depuis Kourou. Et ça dépend aussi de l'endroit dont vous êtes sur Terre, votre plan orbital. Donc le plan orbital polaire, on le choisit parfois, c'est arrivé, des satellites qui ont eu besoin de ça. Et alors à ce moment-là, ça vous coûte une énergie considérable. Si vous partez de Kourou, par exemple, c'est vraiment très cher d'avoir une orbite qui n'est pas équatoriale. Dans le cas de l'ISS, très cher au sens de carburant, enfin au sens de l'énergie, hein, pas des dollars. Ça suit derrière, mais bon. Dans le cas de l'ISS, l'orbite est très inclinée. Oui, elle est inclinée. L'orbite de l'ISS, je crois que c'est d'une cinquantaine de degrés, il me semble. Il faudrait vérifier. Wikipédia est votre ami, il vous dira tout. Je pense que c'est quelque chose comme une cinquantaine de degrés. C'est pour éviter d'être à l'ombre de la Terre. Et elle peut passer dans l'ombre de la Terre. Il y a des situations aussi près des équinoxes, près des solstices pour la station, ça dépend donc de son inclinaison orbitale, où elle se retrouve dans des situations où elle voit toujours le soleil ne se couche pas. Il y a des situations où le soleil ne se couche pas pour la station. Il n'y a pas de situation où le soleil n'est toujours couché. Ce serait fâcheux pour les panneaux. Mais il y a des situations où le soleil ne se couche pas pour la station orbitale. Monsieur ? Oui, merci beaucoup pour vos explications sur l'apesanteur, l'impesanteur. Je voudrais revenir sur une question peut-être basique, mais tout ça est lié au fait qu'il y a l'attraction des corps, l'attraction des astres. Oui. Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer pourquoi il y a l'attraction terrestre et pourquoi il n'y en a pas en fait? Enfin, pourquoi elle existe et pourquoi on pourrait imaginer qu'il n'y en ait pas. L'attraction de la Terre, on n'a pas d'explication sur pourquoi les masses s'attirent entre elles. On constate qu'elles s'attirent entre elles. Alors Newton nous explique que selon telle loi, Einstein nous dit quelque chose de différent dont on parlera pour Interstellar, mais on a une façon de décrire la façon dont les corps s'attirent. On ne sait pas quel mécanisme, comment ils font. Ils ont leurs petits bras musclés qui se tirent les uns les autres. Enfin, oui, ce que je veux dire, c'est on n'a pas le mécanisme derrière, mais on constate que les corps s'attirent les uns les autres. Alors maintenant, pourquoi, quand on est en orbite, c'est ça votre question, quand on est en orbite, par exemple, on a l'impression que la pesanteur a disparu. Elle n'a pas disparu. Vous êtes toujours soumis à l'attraction de la Terre. Simplement, comme vous êtes en chute libre, et que tous les corps chutent de la même façon, vous, votre petit objet dans la main, la station spatiale, tout ça, ça tombe exactement en même temps vers la Terre. Et donc vous avez l'impression que par rapport à l'objet, par rapport à la station, toutes ces choses-là sont fixes les unes par rapport aux autres. Et donc vous avez l'impression que la montre qui tient toute seule devant vous, ça ne marche pas sur... Enfin là, elle tombe. Ça est très clair. Ma question était bien, pourquoi l'attraction terrestre? Pourquoi il y a ça? On ne sait pas. On sait pas. Je peux répondre qu'on ne sait pas pourquoi les corps s'attirent entre eux sous l'effet de leur masse. Voilà, on le constate. Okay. Et on ne sait pas non plus expliquer pourquoi ils tombent de la même façon. C'est un principe que l'on constate expérimentalement avec une très très grande précision, actuellement à peu près une partie pour 1000 milliards, donc une très très bonne précision, 10 puissance moins 12. Et il y a un satellite qui s'appelle Microscope, qui va être envoyé cette année, en 2015, je crois, fin 2015 ou peut-être début 2016, et qui va vérifier cette indépendance de la pesante, enfin pas l'indépendance, l'universalité de la chute libre. Là, il va vérifier l'universalité de la chute libre avec une précision de 10 puissance moins 15. Enfin, voir s'il y a une déviation, peut-être qu'il y aura une déviation. Alors s'il y en a une, il y aura du business théorique. Ce sera une toute petite déviation, parce qu'on sait qu'elle n'est pas plus grande que 10 puissance moins 12 pour l'instant, mais vérifier jusqu'où on peut la tester, ce principe qui est posé maintenant dans la théorie de la relativité générale d'Einstein, c'est posé comme principe. Les corps chutent de la même façon dans les champs de pesanteur. Et de là, vroom, on déduit toute la théorie et qui fonctionne avec une précision assez remarquable, en tout cas à des 10-12 pour certaines choses. Voilà, donc on est un peu... Mais c'est la même façon pour les charges électriques. Hein. On constate que des objets chargés électriquement
s'attirent ou se repoussent selon le signe des chars. Voilà, c'est ce qu'on appelle une interaction fondamentale. Finalement, avec la poussée d'Archimède sur Terre, on est en apesanteur ou pas? Alors avec la poussée d'Archimède sur Terre, on subit une poussée d'Archimède de l'air sur nous. La poussée d'Archimède, c'est le fait que vous flottiez dans les baignoires, dans l'eau, enfin flottiez quasiment dans l'eau. C'est le fait que tout corps plongé dans un liquide subit quoi? Une force de bas en haut égale au poids de volume déplacé. Du volume de fluide, de liquide, ou d'eau si vous êtes dans l'eau, ou de gaz, d'air si vous êtes dans l'air. Donc dans l'air, la densité de l'air étant extrêmement faible, on subit une poussée d'Archimède, mais qui est minable, qui nous allège à peine, d'un millième, à peu près d'un millième de ton volume d'eau. Toi, à vue de nez, tu dois faire un vingtième de mètre cube. Comment j'ai trouvé un vingtième de mètre cube? Comment j'ai dit un vingtième? C'est pour ça que j'ai dit au hasard. Parce que la densité du corps humain, la masse volumique du corps humain, c'est à peu près... Je dis un vingtième, je suis peut-être un peu méchant avec Marie, mais la masse volumique du corps humain, ça prend 1,2, 1200, 1300 kg par mètre cube. Marie ne fait pas 1200 kg manifestement, donc elle ne fait pas un mètre cube. Elle fait peut-être un vingtième de mètre cube si elle fait 60 kg. Si elle fait moins de 60 kg, elle fait encore un petit peu moins qu'un vingtième de mètre cube. Peut-être un 22e ou un 23e de mètre cube. Bon, on va passer à la question suivante. Et donc, du coup, un 23e de mètre cube d'air, ça pèse rien par rapport à ta masse à toi. Donc, la poussée d'Archimède dans l'air, c'est rien. Dans l'eau, c'est beaucoup. Parce que l'eau, c'est presque la masse volumique, ou le corps a presque la masse volumique de l'eau. 1 kilo? Oui. L'air, c'est 1000 fois moins que l'eau, à peu près. 1 kilo, 2, voilà, par mètre cube. C'est en gros 1000 fois moins que l'eau, exactement. Jeune homme. Ouais, donc je me demandais en fait, est-ce que la Terre, elle met le même temps pour faire un tour sur elle-même que l'ISS pour faire un tour complet de la Terre? Non, la Terre fera un tour sur elle-même en 23h56 minutes, alors que l'ISS fait un tour autour de la Terre, je ne sais plus la valeur exacte, mais quelque chose comme de l'ordre de grandeur de 90 minutes. Voilà, ça, 90 minutes, c'est des périodes orbitales typiques. Donc l'ISS, elle fait un tour de la Terre beaucoup plus vite que la Terre fait un tour sur elle-même. Beaucoup plus vite. Et l'orbite géostationnaire dont on parlait tout à l'heure, si tu te mets à une orbite suffisamment haute, à 36 000 km d'altitude, et que tu fais un cercle à 36 000 km d'altitude, là, ta période, elle est 23h56 minutes. Et tu tournes autour de la Terre exactement en même temps que la Terre tourne sur elle-même. Seulement à cette orbite-là. Ou à cette altitude-là. Hein? En géostationnaire. Bon, il y a plein de subtilités, mais en gros, c'est ça. Parce qu'il y a bon, voilà, en gros, c'est ça. Pour faire simple, c'est ça. Si on est plus haut, on va tourner en 30 heures, par exemple. Si on est plus bas, on va tourner en 2 heures ou en 90 minutes. On va prendre 2 dernières questions, une ici et puis une ici. D'accord, très bien. Merci, monsieur Lehoucq, pour la qualité de votre exposé. Je me permets en fait de vous poser une question à tiroir. Donc en fait, il y en a une qui en appelle une autre. C'est que tout à l'heure, en fait, quand vous parlez de la vitesse de libération, il y avait un petit vecteur de couleur noire qui était l'attraction de la Terre. Et donc, en fait, j'ai lu que l'ISS avait de temps en temps des phases de relevage qui étaient opérées par des cargos. Absolument. Et ma question, en fait, concerne la soutenabilité de la chose. Parce que, par exemple, il y a des cosmonautes russes qui ont eu des records de séjour dans l'espace. Parce qu'en fait, l'URSS étant effondré en 91, on les avait un peu oubliés. Donc, ils sont restés en orbite très longtemps. Le film ça s'appelle comment Out of Present, ou Jika, où il raconte ça. Le russe, je ne vais pas dire oublié, mais en gros, il y a eu la chute du mur et le gars on lui a dit écoute, on est un peu désolé, on ne peut pas aller te chercher, il faut attendre un peu. Voilà. Bon. Et donc record du monde de présence en orbite. Ouais. Et en fait, ma question est la suivante, c'est que par rapport en fait à la masse de l'ISS qui est donc de l'ordre de 400 tonnes, imaginons qu'on ait un raté à l'envoi d'un cargo qui serait chargé du relevage. A-t-on une marge de manœuvre pour éviter des grosses catastrophes? Pourquoi est-ce qu'on doit relever l'ISS d'ailleurs? Première question, il faut déjà comprendre ça pour répondre à votre question, pour répondre la marge de manœuvre qu'on a. On doit relever l'ISS que même à son altitude, qui est environ 400 et quelques kilomètres, 430, ça varie pas mal, ça varie d'une dizaine de kilomètres selon les moments. L'ISS, même à son altitude, il y a un petit peu d'air, un tout petit peu. Ça frotte un tout petit peu. Et ce petit frottement sur l'ISS, ça fait qu'à chaque orbite, elle perd un tout petit peu d'altitude. Typiquement, en un mois, ça veut dire beaucoup d'orbites quand même, elle peut perdre une dizaine de mètres. Bon, c'est rien du tout. Alors donc, on la remonte, mais 10 mètres, on s'en fout à la limite. Là où on a besoin de la changer d'altitude, où c'est vraiment important de la changer d'altitude, c'est quand, en suivant des débris, on se rend compte qu'il y en a un, on le sent mal. Genre, il pourrait percuter l'ISS. Alors là, on l'a fait changer d'orbite. Il n'y a pas besoin de changer de beaucoup,
Des fois, quelques dizaines de mètres de changement d'altitude, ça suffit. Si le truc passe 10 mètres en dessus, ou 10 mètres en dessous, 10 mètres en dessus, c'est tranquille. Donc on change l'altitude de l'ISS pour deux raisons. D'abord pour la remonter de temps en temps, parce que malgré tout, les petits frottements la font descendre, la feraient descendre régulièrement. Mais elle mettrait, je n'ai pas idée du temps, mais ça serait plusieurs années avant d'arriver vraiment à une orbite basse. Alors que si vous êtes à les satellites espions, par exemple, qui sont à typiquement 200 km d'altitude, voire 180 km d'altitude pour les plus bas, il faut les remonter tout le temps, ou alors ils sont perdus en un an. En un an, les frictions sont suffisantes pour qu'ils tombent. Donc les satellites espions, il faut les remonter régulièrement, puis à un moment donné, vous ne pouvez plus, parce qu'il n'y a plus de carburant, c'est fini, il finit sa vie. C'est pour ça que les militaires, le budget militaire spatial américain, c'est 7 fois le budget de la NASA. La NASA, on se dit, ouais, la NASA, c'est le grand luxe et tout. Les militaires américains, c'est 7 fois. Il n'y a pas de miracle, ils envoient les satellites tout le temps, parce qu'il y en a tout le temps qui tombent. Voilà. Et donc là, l'ISS, on la remonte, soit pour compenser ces frictions atmosphériques, mais ça, c'est pas beaucoup, soit pour la faire changer d'altitude uniquement à cause des débris, ou des fois pour des problèmes on ne veut jamais qu'elle passe trop longtemps dans l'ombre de la Terre, donc des fois on la fait changer d'orbite un tout petit peu d'altitude, juste pour qu'elle soit pas trop, de façon trop prolongée dans l'ombre de la Terre, ou sans le voir le Soleil. Et justement, en fait, dans le sens du deuxième tiroir, c'est justement, en admettant qu'on arrête maintenant toute l'industrie spatiale, il faut attendre combien de temps pour que ces trentaines de milliers de déchets retombent? Alors, il y en a qui retomberont, ce sont ceux qui sont en orbite. Alors, ils mettront un temps pour tomber, d'autant plus long, je n'ai pas les valeurs en tête, mais ils mettront un temps pour tomber d'autant plus long qu'ils sont en altitude élevée. Et en pratique, il y a une altitude au-delà de laquelle, typiquement, peut-être 800 ou 1000 km, où ils ne retomberont jamais. Ou en des temps si longs que c'est jamais. Et donc, il y a une partie qui va retomber, et les premiers, les plus bas d'abord, et puis les plus bas, c'est-à-dire ceux qui sont dans les couches les plus denses, je n'ose dire denses, parce que même à 200 km, l'atmosphère, c'est quand même pas grand-chose, mais encore une fois, c'est suffisant pour que ces frictions ralentissent et fassent décroître l'orbite vers la chute, et puis ils vont tomber les uns après les autres. Voilà. Et donc, il y a des débris qui tombent régulièrement, mais ça peut être très long, ça peut être des fois des dizaines, peut-être même des centaines d'années, et donc au-delà de peut-être, il faudrait préciser ça, je n'ai pas tous les chiffres exactement en tête, mais peut-être 800 km, peut-être 1000 km, ceux-là, ils resteront toujours en orbite. Donc même si on arrêtait toute l'industrie spatiale. Et l'ISS, si elle tombe... Alors un petit détail qui tue, juste comme ça pour vous retenir encore un peu plus, c'est que la façon dont ça tombe, ça dépend aussi d'une chose, il faut réaliser ça, c'est que ce qui vous fait tomber, c'est les forces de friction. Les forces de friction, ça dépend de votre surface. Vous avancez, vous avez une grande surface, vous frottez à mort dans l'atmosphère, vous avez une petite surface, vous ne frottez pas beaucoup. Et ce qui vous tire vers la Terre, je me demande ce qui vous tire vers la Terre, c'est la gravité. Donc il y a un rapport intéressant à faire, c'est le rapport entre la force de friction et le poids. Le poids. Quand ce rapport est très petit, on dit quand les frictions sont petites devant le poids, essentiellement, c'est comme s'il n'y avait pas de friction, vous allez orbiter pendant plein d'années. Sinon, les frictions deviennent importantes par rapport au poids, vous allez finir par tomber rapidement. Et de quoi dépendent les frictions? Elles dépendent de la section de l'objet. Et de quoi dépend le poids? Ça dépend de la masse, de l'attraction de la Terre, ça dépend de la masse, et la masse, ça dépend du volume. Donc ce qui va compter pour un objet, c'est le rapport entre sa section et son volume. Si vous prenez une sphère, un satellite sphérique, là je rentre dans les détails, pour les jeunes, là, ils vont dire c'est dingue la science. Si vous prenez une sphère, la section d'une sphère, c'est comme le carré de son rayon, et le volume, c'est comme le cube de son rayon. Donc le rapport entre les forces de friction et les forces de volume, le poids, c'est en inverse du rayon. Plus vous êtes gros, moins les frictions vous perturbent. Donc si vous avez la station spatiale là, et juste à côté d'elle, un petit machin minable, un boulon, son rapport surface sur volume, il est moins favorable, parce qu'il est tout petit, et donc il va subir des frictions qui sont proportionnellement à son poids plus importants, et au bout d'une orbite, le boulon qui était à côté de vous, là, en apesanteur, il ne bougeait pas, au bout d'une orbite, lui, il est déjà tombé de 5 ou 6 mètres, alors que la station n'a quasiment pas bougé. Et au bout de 2 orbites, ça, il a pris 10 mètres. Et au bout de 3 orbites, il a pris 15 mètres. Donc le boulon, il va tomber vers la Terre plus vite que l'objet. Donc ça dépend à la fois de votre altitude et aussi de votre rapport surface sur volume. Les petits machins vont être plus sensibles aux frictions parce que leur poids est proportionnellement plus petit que leur section. Les petits objets sont défavorisés. Ce rapport surface sur volume, c'est pour ça que les jeunes, les petits-enfants, ils perdent de la chaleur par leur surface. D'ailleurs, vous, tout le monde, on perd la chaleur par la surface et on la produit dans notre volume. Eh bien, les petits-enfants, parce qu'ils sont petits, ils n'y peuvent rien. Parce qu'ils sont petits, ils ont un rapport surface sur volume qui est défavorable et donc ils perdent plus vite leur énergie que les grands. Ils rayonnent leur chaleur plus vite que les grands.
C'est pour ça que vous prenez un bébé, vous le mettez dans l'eau à 20 degrés, il est violé en 10 secondes. Prenez un adulte normal, vous foutez dans l'eau à 20 degrés, il dit ouais, elle est bonne, je ne comprends pas. D'accord? Parce que l'autre, il est petit, il n'y peut rien. Et c'est pour ça qu'on fait prendre aux nourrissons des bains à 37 Celsius exactement. La température interne, de sorte que, parce que les températures internes et externes sont identiques, il n'y ait pas d'échange de chaleur. Si vous prenez un nourrisson, vous mettez dans l'eau à 20 degrés, il va être congelé, il va avoir froid très vite. Et si vous mettez dans l'eau à plus chaud que 37 degrés, il va avoir chaud très vite. Les nourrissons, c'est à poil quand il fait chaud et super couvert quand il fait froid, à cause de leur mauvais rapport surface sur volume. D'accord? Donc la prochaine fois qu'un gamin dit j'ai froid dans l'eau, il ne faut pas lui dire mais non, elle est bonne. Il faut lui dire mange pour être plus gras, parce que la graisse, ça protège. Ou il faut lui dire grandis et ça passera. Il y a juste à attendre. D'accord? Donc le surface sur volume, c'est un truc super important qui sert pour la décroissance des orbites des satellites et aussi pour les baignades des jeunes gens. Et la dernière question, c'était monsieur. Je voulais faire remarquer que dans la littérature classique sur l'exploration spatiale, j'ai noté 2 erreurs concernant la gravité. La première, c'est dans Cyrano de Bergerac, qui lance les aimants. Bien sûr. Et la deuxième, c'est dans Jules Verne. Ah, bien sûr. Dans Jules Verne, quand il arrive au milieu, quand l'obus arrive entre la Terre et la Lune au bon endroit, il est en apesanteur à ce moment-là. Alors qu'en fait, il est en apesanteur dès qu'il est plus soumis à une accélération, l'obus et les gens qui sont dedans sont en apesanteur. Ils sont plus soumis à une force. Et donc, ils sont plus soumis à une accélération, et donc ils n'ont pas de pesanteur artificielle. Exactement. Il y a beaucoup d'autres erreurs dans ces œuvres-là, mais voilà, en voilà 2, absolument. Absolument. Bon, merci à vous. Merci de vos questions et de votre participation. Alors juste avant que vous ne partiez, je tiens juste à vous signaler que donc Roland fera une 2e conférence sur Interstellar. La date est déjà fixée au 23 novembre. Entre-temps, il y aura peut-être une autre cyclope, elle n'est pas encore fixée, mais en tout cas, on vous donne rendez-vous le 23 novembre pour Interstellar et la relativité générale. 24, excusez-moi. Voilà.